Les gars, bienvenue sur la Frappe MMA. On a été absent quelques mois, mais là, 2026, c'est l'année du retour. Année du retour, on commence avec du lourd pour ce premier épisode de 2026 avec le pionnier du jiu-jitsu brésilien à Nice, le premier niçois ceinture noire. Je veux bien évidemment parler de monsieur Redouane Aït Saïd. Merci. Redouane, je te laisse te présenter, frérot. Ben, comme tu as dit, je m'appelle Redon Aït Saïd, j'ai 46 ans, je viens de faire 46 ans. Je suis ceinture noire, quatrième degré, élève de David Giorsetti. Et voilà, ça fait 24 ans que je pratique le jiu-jitsu brésilien. Et donc cette année, ça fait 15 ans que je suis ceinture noire de jiu-jitsu. D'accord. Mais déjà, bravo. Merci, Je n'ai pas besoin de te dire, on se sait entre nous. merci. Déjà, est-ce que tu peux, pour nos auditeurs et tu peux pour tout le monde nous expliquer déjà en quelle année tu as commencé le jiu-jitsu brésilien et comment t'es venu l'idée de faire du jiu-jitsu brésilien? Parce que là, tu es en train de me dire ça fait 23 ans que tu fais du jiu-jitsu brésilien. Si on n'est pas nul en maths, ça fait depuis 2003, logique. Mais du coup, 2003, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de, je pense, enfin, si, il y avait Internet. Il y avait Internet, mais il y avait strictement rien sur le jiu-jitsu, sur la pratique des sports de combat. Tout était sur cassette vidéo à cette époque-là. Et c'est comment, toi, en fait, que tu t'es retrouvé dans une cassette? Explique-nous un petit peu. Ben moi, c'est un peu particulier parce que j'avais la vingtaine, donc on se cherche un peu à cette période-là, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie. J'étais parti dans un délire de travailler dans la sécurité rapprochée. Et, euh, et c'était à l'époque où c'était, voilà, il fallait avoir un bon CV. Et à ce moment-là, ce qui faisait bien sur un CV, c'était la pratique du Krav Maga. Et donc un sport de combat qui ne me parlait pas, mais moi j'étais vraiment dans le truc de me dire, il faut vraiment que j'ai un bon CV. Et donc j'ai fait du Krav Maga pendant peut-être 2, 3 semaines. Comme ça, tu me l'as caché, tu me l'as Je te l'ai jamais caché, dit. hein. Très peu de gens sont au courant, tu vois. Et au fait, pendant un cours de Krav Maga, l'instructeur avait montré une technique sur une clé, sur un truc comme ça. Je pense que c'était une clé de coude. Et là, boum, ça a été une révélation. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc celui qui connaît le système des leviers et des clés, c'est lui le plus fort. Et ensuite, je me suis renseigné, je dis, quel est le sport qui est vraiment centré, basé sur tout ce qui est soumission, levier, clé. Et on m'a clairement, à cette époque-là, c'était le jiu-jitsu brésilien. Mais comment tu t'es renseigné à l'époque? Sur quoi? Sur quel moyen, en fait? Alors, c'était l'époque où, moi déjà, le jiu-jitsu brésilien, j'ai connu le jiu-jitsu brésilien en 1996. C'est-à-dire que c'était un ami à moi, bon, on était jeune, hein, qui m'avait prêté une cassette vidéo et j'avais trouvé, c'était les combats des premières UFC, hein, avec Roy Gracie et tout ça. Et ce qui est marrant, le paradoxe, c'est que quand j'ai vu les premiers combats avec Roy Gracie, euh, j'ai absolument pas aimé. Je comprenais rien à ce qu'il faisait. Donc nous, c'était une culture en France où on a grandi avec les Van Damme, les Bruce Lee, les Rocky, donc c'était vraiment la culture du pied-point, des percussions, et je comprenais pas ce qu'il faisait. Et donc j'ai pas du tout aimé. Donc la première fois que j'ai entendu parler de jiu-jitsu brésilien, ça a été à ce moment-là, en 96. Et ce qui a vraiment, vraiment déclenché un peu cette envie de, de recherche sur le jiu-jitsu brésilien, ça a été ce cours que j'avais fait en Krav Maga. Ok. Voilà. Et du coup, ben, là, tu nous as dit comment tu as découvert le jiu-jitsu brésilien, mais comment tu as commencé à le pratiquer? Parce que je pense, moi, tu vois, je connais un petit peu l'histoire du jiu-jitsu brésilien localement. Je sais qui sont les premiers, etc., qui ont commencé un petit peu à pratiquer, à quel endroit ils ont commencé à pratiquer et tout. Mais les gars ici, ils savent pas. Et même toi, je sais même pas c'est où que tu as fait ton premier cours. Parce qu'on n'a Alors, pas discuté de tout ça. alors, Faudrait que alors, tu nous éclaires un petit peu sur cette zone d'ombre un petit hum. peu de l'histoire du jiu-jitsu brésilien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Nice, là, maintenant, il y a combien de clubs? Il y en a La dernière fois que j'ai compté, j'ai encore la liste, je crois, dans mes notes. J'avais fait une note où j'ai mis tous les clubs, on était au moins 17. 17. 17. Donc, 17 clubs ouais, de jiu-jitsu brésilien à Nice. donc, si tu fais une moyenne, je vais faire vraiment, je ne sais pas comment ça se passe, les clubs, mais si on fait une petite moyenne, peut-être qu'il y a 30 à 40 adhérents ou 50, j'en sais rien. Donc, multiplié par 17, ça fait un sacré nombre. Moi, à mon époque, quand on a commencé, justement, on était 5 à 6 pratiquants de jiu-jitsu dans toute la ville. On est Comment je... autour de 500 adhérents de jiu-jitsu brésilien dans la ville. Ah, Même plus peut-être, hein.
Bah, donc, je dirais à peu près 100 fois plus. Donc moi, c'est toujours un ami, un frère, Karim, qui était avec moi à l'école. Et Karim? ouais, Karim qui a arrêté le Ah, ok, jiu-jitsu, ok, qui a je arrêté pensais le quelqu'un jiu-jitsu. de juste. Donc il travaillait il travaillait à l'aéroport de Nice, et il avait comme collègue de travail Jean-Robert Monnier, qui à Hmm. l'époque était ceinture bleue à l'époque, et ceinture bleue, je pense, de Della Riva. Et moi, je lui ai dit, je parlais avec Karim, je dis, ah, Karim, il y a un sport, waouh, super, c'est du jiu-jitsu brésilien. Et lui il me dit, bah, tiens, j'ai un pote avec qui je travaille qui fait du jiu-jitsu brésilien. Je dis, ah bon? Il me dit, oh, il est ceinture bleue et tout ça. Jean-Robert Monnier dit Jerry, pour ceux qui savent de qui on parle. Jerry est combattant, ouais, qui combattant en MMA, jiu-jitsu, bon. Et, au fait, pendant un moment, il me dit, viens, il faut que tu viennes t'entraîner, viens, viens, viens. Je dis, bon, un jour, tu as toujours un peu une appréhension, une petite crainte, parce que tu connais pas, tu as envie d'y aller, mais tu as une petite crainte. Et un jour, je me suis dit, ben go, vas-y, j'y vais, hein, je vais dans ce cours. Et le premier cours que j'ai fait de jiu-jitsu brésilien, pour les Niçois et pour ceux qui connaissent, il s'est fait dans un quartier, le quartier des Moulins. Mon Ah. premier cours, c'était dans un quartier des Moulins, ouais. À cette époque-là, il y avait pas de dojo, il n'y avait rien. Donc, on grattait vraiment les salles là où on pouvait. C'était quoi? C'était genre une salle municipale avec des tatamis, c'est ça? À vrai dire, je pense que c'était vraiment une salle, ouais, c'était une salle de quartier. Euh, et je pense que dans cette salle, il y avait je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'ils faisaient des cours de karaté ou de kempo, ou je ne me rappelle pas, mais c'était un truc dans le délire, mais absolument pas une salle dédiée au Ouais, bien MMA sûr, bien sûr, ou au Jiu-Jitsu, parce que ça n'existait pas. bien sûr. Et du coup, il y avait qui comme pratiquant quand t'as fait ton premier cours et qui donnait le cours? Comment ça s'est passé? Alors, nos professeurs qui, nous, à l'époque, on les voyait comme, waouh, c'était le Graal, ils étaient tous ceinture bleue. Donc, il y avait Christophe Savoca. Qui est le coach de Benoît Saint-Denis actuellement, pour ceux qui connaissent Benoît Saint-Denis, bon, je n'ai pas besoin de le présenter, À l'é- c'est ouais. son prof. À l'époque, il était ceinture bleue. Il y avait Guillaume Baudouin, qui maintenant est coach, préparateur mental, je pense, pour l'équipe de France avec la Ah, c'est pas lui CFJB. que j'avais vu quand j'étais en équipe de français UJB, là? Il m'avait dit que tu connaissais? Je pense, ouais, ouais, sûrement. Ouais, ouais, je crois. Ouais, il est préparateur mental, t'as raison. Je crois que Exactement. ça, il est pas coach, mais je crois qu'il est préparateur mental. Ouais, 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 c'était c'est ça, ça. je vois qui c'est. Un On- mec qui habite vers l'ouest de la France, non? Exactement, ouais, c'est Ouais, ça, ouais, c'est ça. exactement. Il y avait, euh, il y avait aussi Jean-Marc Guatteri, euh, et, euh, et Jerry, Jean-Robert Monnier. Jean-Robert Monnier était ceinture bleu de la Riva. Eux, Euh, c'était tous ceinture bleue de David, c'est ça? non, 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 à l'époque, on connaissait David, bien entendu. David Dursetti, on le connaissait de nom. Mais pour nous, on n'était pas encore vraiment mordus. On aimait, c'était. Ok, donc il y avait qui était ceinture bleue de qui, tu sais ou pas? Ouais, bien sûr. Jerry, lui, était ceinture bleue de la Riva. Guillaume Baudouin, si mes souvenirs sont bons, hein, mais je pense ne pas me tromper. euh, Guillaume Baudouin était ceinture bleue de Christian Derval, donc cercle Ah, il Tissier était de à Paris, lui, l'époque. Baudin? Exactement, il était de la région parisienne à l'époque. Ok. Christophe Savoca avait pris sa ceinture bleue C'était. à Los Angeles. Ok, tu sais plus de qui? Je pense que c'était un peu la team, je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'était un peu la team Carlson Gracie. Et Ok, Jean-Marc Guatteri, lui, c'était Carlson Gracie. Il avait pris au Brésil, lui, à ce moment-là. ok. Ouais. Et en fait, tout ça, c'était genre les gens qui habitaient à Nice et qui s'entraînaient. À la base, il y avait quelques bleus et constitue combien de blanches, plus ou moins? Alors, c'était un peu particulier parce que c'était, euh, c'était comme si c'était un peu le rendez-vous de passionnés. Euh, on n'imaginait pas à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui était en train de se créer. C'est-à-dire que, et c'est très marrant, surtout pour l'époque, il y avait plus de gradés que de non gradés. C'est-à-dire que le plus haut grade à ce moment-là, c'était la ceinture bleue. Donc nous, on avait, je pense, quatre ceintures bleues Et deux blanches qui venaient à tous les et cours, deux, plus ou moins. trois blanches. Voilà, exactement. Bah après, c'est logique parce que les gens ne voyaient pas de perspective d'évolution. Ils voyaient que le maximum, c'était la ceinture suivante, la bleue. Il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de fédération, pas de compétition. Les entraînements, ben, du coup, de ce que j'ai pu comprendre, c'était un peu la galère. Vous grattez un créneau à droite, un créneau à gauche. Quand il y a peut-être une section qui s'arrête, vous reprenez leur créneau, etc. Donc en fait, c'était quoi? C'était un entraînement bi-hebdomadaire, c'était ça? Deux fois par semaine?
Alors, je, je, Tu je saurais suis plus? quasiment sûr qu'il n'y avait absolument pas de planning à ce moment-là. Ouais, en fait, c'était comme ça. C'était genre, Donc vous envoyez des messages. Tel jour, il y aura tel entraînement à telle heure, c'est ça? c'était limite, c'est comme si tu donnais rendez-vous à tes potes pour aller faire un match de foot. Tu as J'ai vu? compris, ouais. C'était limite, c'était un peu ça. Il n'y a pas de structure, donc c'est normal que les plus gradés, on va dire, c'était déjà des mordus de la discipline, Exactement. soient les plus réguliers, et que forcément, ça donne pas envie à tout le monde parce que c'était pas accessible, on va dire. Ça mettait pas dans les conditions pour que quelqu'un vienne s'entraîner. On est loin de ce qu'on voit actuellement, où tu as des académies, structures privées, avec cours tous les jours, plusieurs fois par jour, etc. etc. Tu vois, moi-même, tu vois, je donne des cours de jiu-jitsu, des fois à 12h30, ensuite à 18h, ensuite à 19h, à 20h30 dans la même journée, tu vois ce que je veux dire? C'était pas les mêmes conditions qu'on a actuellement. Alors, c'est absolument pas ça. C'était complètement, ah oui, complètement. Là, il y a une évolution qui est incroyable. Là, je vais imaginer un peu la situation pour l'époque. C'est comme si là, aujourd'hui, dans chaque appartement, chaque maison, tu as un robinet pour prendre de l'eau. Et ben, nous, on allait la chercher au puits qui était peut-être à 10 km à pied de la maison. Donc, il fallait vraiment, ça a strictement rien à voir. Et je suis très content de voir aujourd'hui, euh, ce qui est devenu le jiu-jitsu brésilien. Bon, là, je vais parler vraiment que localement, dans la région de Nice, les Alpes-Maritimes. Je suis très content, je suis impressionné par cette évolution. D'accord. Et en fait, après ça s'est structuré? Puisque dans mes souvenirs, il y a Cristiano qui est arrivé, il devait être violette, je crois, à Nice. Et après, vous avez commencé à vous entraîner au Vieux-Nice, etc. C'est ça, non? Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a commencé à s'entraîner donc dans le Vieux-Nice. Donc à ce moment-là, c'était très compliqué psychologiquement parce que moi, à ce moment-là, bon, j'avais 22, 23 ans, j'étais portier, je travaillais le soir, j'étais portier, donc on- le jiu-jitsu brésilien, en fait, te rend humble, hein. Tu penses que tu vaux quelque chose, mais en fait, le jiu-jitsu te ramène vite à la raison et tu comprends que tu vaux rien. Donc, tu as deux solutions. Soit tu, T'arrêtes et tu, tu dis, ouais, tu vois, soit tu arrêtes parce que ton ego te force à arrêter, parce que c'était quand même très compliqué de se dire que tu te fais écraser la tête par des gens qui sont beaucoup plus légers que toi et qui ne payent pas de mine. Donc il y a un peu je parle vraiment pour l'époque, hein, il y a un peu cette incompréhension parce qu'il y avait pas d'Internet, il y avait strictement rien qui pouvait un peu t'expliquer. Il n'y avait aucune vidéo qui montrait que c'était vraiment l'art souple. Tu vois, mhm, il n'y avait aucune histoire. On savait juste qu'il n'y avait que des clés et donc la vérité, au fait, elle nous sautait aux yeux, ça éclaboussait en pleine figure. Et c'était un peu dur à ce moment-là, parce que tu te faisais étrangler, tu prenais des clés, tu savais pas, il n'y avait pas des vidéos où tu comprenais que tu pouvais dormir, tu pouvais te faire casser un bras, ou qu'il fallait taper, tu comprenais pas trop. Et, euh, et voilà, donc on s'est accroché, et en apprenant à la dure, on est devenus de vrais passionnés. Donc on était vraiment à cette époque-là, pour revenir un peu à ta question, on était dans le quartier des Moulins. Ensuite, Jerry avait, ou je sais plus qui, ou c'était Christophe, ou je me rappelle plus vraiment comment ça s'est passé. On s'est retrouvés dans dans la le fameuse salle de lutte du Lutte Venise qui Club est de Nice. connue depuis des années pour être le rendez-vous des lutteurs à Nice, c'est ça? Exactement, dans le Lutte Club de Nice. Là, on a commencé un peu à avoir un peu l'efficacité du jiu-jitsu, parce que c'était comme à l'époque, on faisait des petites bagarres un peu avec les lutteurs, tu vois. C'était les premiers petits tests du jiu-jitsu brésilien. On avait là, à ce moment-là, je pense que j'avais quelques mois de pratique, et on a commencé un peu à s'entraîner avec les lutteurs. Et ensuite, Christian Rodriguez, euh, à l'époque, il était ceinture violette, et il est venu nous rejoindre, et il était devenu euh, Le- notre instructeur. Ok. Voilà. Et donc, du coup, ensuite, vous êtes resté au Venise combien de temps? Alors, on est resté au Vieux-Nice, je dirais. Parce qu'après, si je me trompe pas, les cours de Chris se sont retrouvés à Antibes, non? Alors, ouais. Alors, on est resté dans le Vieux-Nice. Je pense qu'on est resté dans le Vieux-Nice pendant peut-être un an à peu près. Quelques mois, je dirais. Un an ou quelques mois. Et Jerry avait un contact, Michel Carrière, donc très grand professeur de De judo, judo, ouais. exactement, Nice Judo, Blanche et rouge de ceinture. exactement, ouais.
Et au fait, Jerry nous a trouvé une salle euh, avec de vrais tatamis, parce que c'était une denrée rare, hein, les tatamis à cette époque, parce qu'on s'entraînait dans des tapis de lutte, sur des tapis de lutte. Et on a Rue Faudéré, à Rufodéré, exactement. c'est là où j'ai commencé, moi. Tu as vu un peu? Ouais. Donc là, tu sais, donc si tu as fait tes premiers cours là-bas, là, je suis en train de t'expliquer Dans comment la- tu as pu C'était quoi? C'est t'entraîner. le petit tatami ou le grand? Parce qu'il y en Euh, avait deux. Il y avait, tu sais, le tapis en dessous des escaliers, là, quand tu rentrais à gauche. C'était ici. Et celui à droite, c'était celui des judokas, le Non, grand. alors le grand, c'était judoka, et nous, voilà, nous, on avait les tatamis, je Et crois quand il qu'ils n'y avait étaient pas de bleus à judoka, vous l'époque. profitez, vous allez à droite, c'est ça? Non, même pas, Même même pas? pas. On est toujours resté là-bas. Ok, ok. On est toujours resté là-bas, mais je pense que des fois, on faisait des open mat et Ouais, nous, on c'était allait comme là-bas. ça. Ça, des fois, on faisait l'open mat dans le petit, le dimanche. Mais quand il y avait genre un grand stage, quand on faisait dans le grand tapis. D'accord. Donc voilà, après, on a commencé comme ça. Mais quand tu parles de la salle d'Antibes, je pense, hein, je veux pas T'es être, pas sûr? mais je pense parce il avait créé Ok, ok. une autre structure à Et Antibes. en fait, au moment où Christian, il arrive, il commence à donner les cours, etc., à Fodéré, etc. Lui, il était déjà Violette à ce moment-là. C'était sous l'équipe Gracie Barra, si je me trompe pas. C'est exactement ça. Et on va dire que c'était un peu structuré, on va dire des cours tous les jours, non? Christian a amené comment dire, une certaine rigueur. Euh, voilà, déjà quand on était au Lutte Club de Nice, je pense que la structure commençait à prendre forme. Et donc on était déjà forcément, si on voulait avoir accès au tapis de lutte, il fallait que ce soit Cadré, ouais. bien cadré, codifié, donc tel jour, telle heure. Donc là, on avait déjà commencé, avant l'arrivée de Christian, on avait déjà commencé à avoir une certaine régularité. Mais lui, il est arrivé un petit peu formaliser tout ça lorsque vous êtes arrivé à la rue Fodéré, c'est ça? Il a commencé un petit peu à tout faire et c'est un peu la période où les compétitions sont arrivées un peu en Europe, non? Alors, Cristiano, il est arrivé au Lutte Club de Nice. Je me rappellerai comme si c'était la première fois que je l'ai vu. Vraiment, vraiment, ouais, c'était pratiquement, ouais, c'était le premier Brésilien qu'on voyait, pratiquant du jiu-jitsu brésilien, ceinture violette, euh, les oreilles en chou. Voilà, on se dit, ah ouais, il y a vraiment quelque chose. Là, on commence vraiment à rentrer dans le truc, hein. Mhm. Et, et voilà, donc il a pris le cours en main. Et franchement, grand respect à Jerry, Christophe, Guillaume et Jean-Marc qui nous ont vraiment donné cette passion-là dès le début et qui ont fait tout le travail qui était, je pense, le plus difficile à faire, c'est-à-dire nous donner cette passion. Et Christian nous a amené ce travail à la brésilienne. Voilà. Ok, ok. Et ensuite, du coup, là, à ce moment-là, t'étais quelle ceinture quand t'étais chez Moi, Chris? j'étais blanche à ce moment-là. J'étais là, Et t'as on pris est, ta bleue vers quel moment à peu près? alors, là, on était en 2003. On était en 2003. Cristiano, lui, c'était à Gracie Barra Recife, comme professeur Zeradiola. Pernambuco, exactement. Pernambuco, exactement, Ouais. ouais, à Recife. Et ensuite, comme je l'ai dit, je pense que c'était Jerry hein, qui avait le contact avec Michel Carrière. Et Ouais, on vers a 2004, basculé, en gros, vous avez bougé au port. Et après le exactement. port, tu t'es retrouvé ceinture bleue à quel moment, toi? À ce moment-là, je me rappelle exactement, je pense que la date, c'était octobre. Je pense que c'était octobre 2004. Je suis passé ceinture bleue avec Zé Radiola. Ce qui est marrant à ce moment-là, c'est que Zé, nous, on entendait toujours parler de lui, que c'était un grand professeur. Et alors forcément, j'étais quand même plus grand que lui de taille. Et je me souviens, il a mis juste une veste de kimono. Il était en jean, il m'a fait le test comme ça. Il m'a fait Tout. fighter, j'ai fighté avec lui. Il était en jean, il avait une veste, pas de ceinture. Il était venu juste comme ça. Il m'a mis une rouste. Laisse tomber. Il m'a mis une rouste et j'étais waouh. Moi, j'étais un peu choqué, tu vois. Je dis waouh, ceinture noire. Je suis en train de combattre avec une ceinture noire. C'est le professeur, c'est si. Et voilà. Et j'ai pris ma ceinture bleue au mois d'octobre. Ouais. C'était au mois d'octobre 2004 au Octobre port. 2004, au port. Ensuite, je crois que juste après ça, quelques temps après, tu t'es retrouvé à aller rejoindre du coup David Jorsetti, c'est ça? Voilà. Je me suis retrouvé pas longtemps après, parce que la vie a fait que il a fallu que je change de club à ce moment-là. Et, euh, et il y avait une très très grosse équipe de compétiteurs à ce moment-là à Magagnosc.
Et C'est où Magadan? Parce que c'est au-dessus de Grasse, c'est ça? c'est exactement ça, au-dessus de Cannes. Il y a Cannes, Grasse et Magagneux. Donc, à ce moment-là, j'avais pas de permis de conduire et je prenais le train. Et les gars de l'équipe, Samuel Monin et toute l'équipe m'ont récupéré à, à la gare d'Antibes et je montais avec eux. Donc je partais de chez moi, il était à peu près 16h, 16h30. Donc 24 ans, t'avais pas le permis. Ouais, 24 ans, à cette époque, on passait pas trop le permis, c'était pas bien, mais bon. Je l'ai Et passé pas longtemps ça après. conduisait pas sans permis par hasard pour aller Non, entre nous. absolument pas, on faisait pas ça, nous. On Ok, était tranquille. ok, ok. Non, j'ai cru penser ça parce qu'on va dire que c'était un peu plus libre. Parce que Je me je souviens connais plus du de monde ça, je me d'avant. souviens de beaucoup de choses, mais ça, je me rappelle pas. Ok, ok. Donc ouais, t'as commencé à du coup à t'entraîner avec Georges City en 2004 et t'as commencé à faire tes premières compétitions vers quelle année, plus ou moins? De suite. En En fait, dès fait, que t'as rejoint Georges City, t'as fait les compétitions. Avant ça, t'avais jamais fait, c'est ça? alors on s'entraînait très dur Au fait, nous, c'était l'époque où on était vraiment dans le délire des Gracie, c'est-à-dire les défis, tu Ouais. vois. Donc, dès Des qu'il y avait un afios. des afios, dès qu'il y avait un- comment dire, un lutteur, un judoka ou un mec de n'importe quel art martial, on voulait se la filer. Tu vois, on voulait aller, tu as vu Ouais, bien le, sûr. tu L'esprit vois, Gracie. ouais, on voulait, et Gracie c'était ça. Challenge. Ah, il y avait pas, Comme nous, quand tu te rappelles, j'ai voulu faire un Gracie Challenge à Rio, tu m'as dit non, le fais pas. ouais, c'est clair, c'est clair. Une petite anecdote dans l'anecdote. Mhm. J'étais à Rio avec ce monsieur, j'ai combattu, je devais affronter un Gracie. Le Gracie l'a annulé la semaine du combat. Je voulais prendre le micro et faire un Gracie Challenge devant lui, à son frère. C'est Et clair, j'ai, il ouais. m'a dit non, non, fais pas un Gracie Challenge à son frère. J'ai dit, mais eux-mêmes, ils ont fait ça toute leur vie. Il m'a dit non, mais toi-même, tu es dans cet esprit alors, t'es en train de me dire. Bah ouais, non, on était dans un délire, nous, complètement. Limite, c'était une fierté pour nous d'avoir, si on se faisait casser le bras dans un combat, on était complètement dans la folie. Ouais, t'étais matrixé. On était complètement, mais parce que les Ouais, seules t'étais choses piqué. dont on avait accès, C'était, on va pas dire la propagande Gracie, mais ouais, c'était la propagande Gracie. c'était, C'était les vidéos qu'ils faisaient, c'était les Gracie Jet, les Gracie Challenge, les Gracie tout. En fait, il y a tout ils ont fait Gracie même protéines, Gracie Whey, Gracie tout, tout, tout. Il y a tout qui existe Gracie. Même des marques d'haltères Gracie. ben, ben, Gracie Magazine aussi. ouais, ça c'était J'ai un plus article tard, dans hein. Gracie Magazine, bien sûr, fallait le dire. Ouais, tu la places, c'est bien. Mais c'était vraiment l'époque voilà, on était vraiment dans le truc où j'avais l'impression d'être vraiment dans un espèce de groupe très fermé, méconnu du grand public, et voilà. Et on était un petit groupe. Christophe Savoca a quitté la région et est parti dans le sud-ouest. Jean-Marc, lui, il partait souvent au Brésil, il revenait. Jerry, pareil, c'était l'époque où tout le monde parlait. Et moi, je me retrouvais un Un peu tout peu, seul, donc ouais, tu t'es retrouvé à aller à Maganos pour avoir une structure, etc. voilà, exactement, parce que là-bas, il y avait vraiment une grosse équipe, de compétiteurs. C'est-à-dire que ils étaient dans un délire, De vraiment compétition. de compétition. C'est-à-dire que si t'as pas l'âme d'un compétiteur, forcément, tu fais 2, 3, 4 cours là-bas, c'est bon, tu deviens un compétiteur. Parce que David nous a vraiment inculqué ce truc de compétition. Tu voyais tout le monde qui s'entraînait, tu disais, mais moi C'est quelle aussi. année ça? 2004? 2004. Il y avait déjà la CFJB qui existait? Alors, la CFJB, je pense que ça fait très longtemps qu'elle existe, mais je pense que... Si je me trompe pas, c'était Aziz Chiri, il a créé la CFJB. Et genre, c'est tu l'as récupéré en quelle année? Alors ça, je pourrais pas te dire parce que Ouais, je suis je fort sais en que... connaissance Jujutsu. Je sais je- que c'est genre, que c'était Chirigui, ça j'en suis quasiment sûr à 99,9% si je me trompe pas, qu'il a créé cette association, la CFJB, et ensuite, enfin, Confédération Française de Jiu-Jitsu Brésilien. Et ensuite, genre, si tu sais pas en quelle année il a récupéré? Alors, Quand tu arrives, il était déjà président ou pas? non, c'était pas David Giorsetti le C'était président à qui? ce moment-là. C'était David, Christian je pense qu'il Turin? était, voilà, je pense que David était vice-président. Le président à ce moment-là, quand moi je suis C'était, arrivé, c'était Christian Turin. quand j'ai commencé le Jiu-Jitsu, c'était Christian Turin le président, Voilà. moi je me rappelle. Mais bon, c'est pareil, ils étaient ensemble les deux. Alors Christian Turin, on parle pas beaucoup de Christian Turin. Malheureusement, Christian Turin, pour les gens qui le connaissent, j'ai pas besoin de le présenter, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que c'est très important de parler de Christian. Christian, c'était un
champion du monde de boxe, de kickboxing, de boxe américaine. Et au fait, ce fameux club qu'on avait à l'époque, la Gracie Barra Côte C'était ça, d'Azur, salle. c'était sa salle. Et, et au fait, pour ceux qui ne savent pas, à Magagnos, qu'on a toujours eu deux professeurs, donc David Giorsetti et Christian Turin. Euh, Sans manquer bien entendu de respect à qui que ce soit, et surtout pas à Christian Turin, on dira plutôt que David Giorsetti était le head coach. Ouais, lui, Et c'était son second. voilà. Mais Christian avait déjà un niveau extrêmement élevé à ce moment-là. C'est-à-dire que je parle d'une époque où moi, voilà, il n'y avait que des ceintures bleues les plus haut Mais déjà, gradées. David était quelle ceinture à ce moment-là quand tu rejoins? Moi, quand je suis arrivé, il était déjà ceinture noire, David. Ok, et Turin? Christian Turin, lui, était ceinture marron. Ok. Ouais, donc en toute logique, c'était l'instructeur et là, c'était le professeur. Exactement. Il y avait des gars comme Pascal Volpe, Johan Rigobert, qui eux étaient violettes. C'était un grade, mais c'était waouh, c'était affolant. C'est comme si Et comment ça aujourd'hui. se passait au moment quand tu es arrivé là-bas? Du coup, tu me disais, chez Chris, quand tu étais au port, Hmm. tu avais des zés, etc., qui venaient vous visiter. Donc, du coup, la connaissance, elle venait grâce au séminaire, on va dire, et aussi parce que le prof, il était brésilien. Là, on a compris que David, pour ceux qui savent, c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup au Brésil, etc., qui ramenait. Mais du coup, est-ce qu'il y avait aussi cette formation continue ou ce renouvellement, ce recyclage, comme on aime bien dire, où tu avais des Brésiliens qui passaient, etc., de temps en temps? Ou est-ce que vous, le recyclage, se faisait grâce aux compétitions? Et si c'était grâce aux compétitions, comment se passaient les compétitions à l'époque? Comment vous allez combattre? C'était où? C'était en France? C'était à l'étranger? Ça se passait comment? Bah, t'as un peu tout dit. T'as un peu tout dit. Nous, on avait à ce moment-là, on avait la chance d'avoir un professeur, David Giorsetti. Euh, Au fait, la Gracie Barra Côte d'Azur, c'était, on va dire, ils étaient déjà très loin, tu vois, dans les connaissances. Il faut savoir que moi, je suis devenu élève de David Giorsetti en 2004. Et David avait déjà sorti des cassettes vidéo, des DVD techniques à ce moment-là de très grande qualité, même encore aujourd'hui. C'est quelque chose où même si aujourd'hui, toi et moi, on se met à les regarder, on va dire, ah oui, tiens, ça c'est pas mal, tiens, ça on va regarder. Il était tellement en avance. Et donc, il était en avance parce que c'était un très gros passionné, parce qu'il partait au Brésil, parce qu'il a emmené les techniques d'entraînement, que ce soit pour les techniques ou les randories, vraiment à la brésilienne. Et donc, David, c'est quelqu'un qui s'est entraîné avec. Je pense que c'est l'un des rares, pas dire le seul Français que j'ai vu en photo, en monte ou en train de faire une Kimura à Rio Gracie. Donc, il s'est entraîné avec les frères Gracie beaucoup de personnes. Il s'est entraîné avec Nelson Solari, Léo Negao à Carlson Gracie. Des photos avec euh, Ouais, Victor voilà, aussi, c'est un des précurseurs Victor Belfort. c'est un des précurseurs de ce sport. Bon, ça, on sait il y a même des podcasts et tout sur d'autres chaînes où il se fait interviewer, il explique un petit peu tout ça. Mais du coup, moi, c'était même pas pour savoir. Ça, on le sait que David et tout, il était Mm. branché Brésil, etc. Il faisait beaucoup d'allers-retours. Moi, je veux savoir l'enseignement continu, comment il se fait. Parce que tu peux avoir un professeur, tu as vu, il connaît le jiu-jitsu, voilà, il fait des voyages et tout, il vient, il vous montre. Et bon, lui, il était avec vous à l'année. Il était avec vous à l'année. Maintenant, comment ça se passait pour comment c'est que le jiu-jitsu, c'est un sport qui évolue de jour en jour. C'est-à-dire que là, quand on est en train de parler, il y a peut-être un mec au Japon ou au Chili qui est en train de trouver le contre, du contre, du contre d'une autre technique. Tu vois ce que je veux dire? C'est un sport, de par ses règles, de par son règlement, il peut que évoluer. C'est pas un sport figé. Comment ça se passait à l'époque pour pas que vous preniez du retard? Est-ce que vous invitiez des Brésiliens en séminaire chez vous? Est-ce que vous allez même en compétition et comme ça, en compétition, vous voyez ce qui se passe et vous testez, etc. Comment ça se passe? C'est pour ça que je te parlais un peu de tout ça, parce que lui, au fait, ça a été un peu un florilège, un mélange de beaucoup de choses. Ça a été un mélange de la façon de travailler de Carlson, de la Gracie Barra. Et au fait, il a fait des connaissances un peu avec beaucoup de gens. D'accord? Les élèves, c'est un élève direct de Carlos Gracie, Junior, hein, et précise. Carlos Gracie Junior, bien entendu. Et au fait, on a fait des stages à ce moment-là, c'était quelque chose. On avait fait avec Roleta, on a fait avec Jacare Souza. Le fait d'avoir eu un peu cette ouverture d'esprit qu'il avait, David, s'entraîner un peu avec beaucoup de monde, donc on a eu la chance de faire des stages avec des gens connus, des gens très très forts dans le Jiu-Jitsu. Et au fait, on était complètement matrixé Jiu-Jitsu brésilien. Moi, j'habitais à Nice, mais pour moi, Nice, c'était une ville c'était un quartier de Rio. Tu vois, j'étais dans ma tête, j'étais complètement, voilà. Mais c'est justement
cette façon. On était en France, mais on s'entraînait vraiment à la brésilienne. Et on avait accès à rien du tout. On avait heu, juste David qui nous disait quoi faire. En plus, nous, on buvait ses paroles parce qu'on savait que ça venait directement de la source, du Brésil. J'ai capté. Du coup, les compétitions, c'est arrivé quand? Les compétitions, elles sont arrivées, très tôt, c'est à ce moment-là, donc 2003-2004. Il y avait déjà des compétitions, mais les compétitions, je pense qu'elles ont commencé déjà fin Oh non, 90, je parle début pour toi, 2000. tu vois, les compétitions. Pour moi, elles Ouais. ont commencé donc 2003-2004. Et la première, c'était où? La première, je dirais, si je me souviens bien, je pense que c'était l'Open méditerranéen à Grasse. Je pense que c'était l'Open méditerranéen. Et, euh, et voilà. C'était au 2003-2004. Comment ça se passait à l'époque? Parce que je pense pas qu'il y ait les paiements en ligne comme maintenant pour s'inscrire. Je pense pas que tu voyais comme maintenant la liste des inscrits en avance et que tu pouvais choisir ta catégorie parce que tu as peur qu'il y ait un tel dans ta catégorie. Donc du coup, tu te mets en poids lourd, extra lourd parce qu'il n'y a personne ou en très léger. Il y a pas de régime et tout, il n'y a pas de tout ça à l'époque, ça n'existait pas. Tu prenais, tu t'inscrivais. Moi, personnellement, j'ai connu une époque où à la CFJB, tu t'inscrivais le jour même. Tu vois, genre, tu t'inscrivais un petit peu en avance, mais tu donnais le chèque le jour même, etc. C'était par chèque à l'époque, moi. Toi, c'était comment? Vu que c'était encore bien avant. C'est vrai que ça me parle, cette histoire de chèque, je me rappelle pas trop, mais Tu savais pas, CFJB, genre, ouais, avant d'aller te peser, tu faisais la queue et tu donnais ton chèque. ça me parle, ça T'avais me un chèque et tu parle, le donnais. ça me parle. C'était Et genre, très. eux, ils validaient, après, tu pouvais aller te peser si t'avais le chèque. Je, ouais, je pense qu'à ce moment-là, ben, tu vois, si tu dis ça, c'est que vraiment tous ces Ou trucs, alors, ces fallait que paiements. t'envoies ton chèque en avance, mais si tu l'avais pas envoyé en avance, fallait le donner le jour même. Je sais pas, mais ça met clairement le doigt sur le fait que tout ce qui était Après, c'est un sombre Internet et tout souvenir, frérot, ça. j'étais petit, hein. Non, mais ça me parle, tout ça. Là, je vais te parler de quelque chose qui m'avait vraiment marqué. C'était ma première grosse compétition. C'était les championnats du monde, la compétition internationale. C'était les championnats du monde à Rio. Et ça, c'était en 2005. Et je me rappelle très bien qu'on s'entraînait à- Vous on- êtes parti à Rio juste pour le championnat du monde ou vous avez fait genre un mois plein où vous entraînez, etc., plus championnat du monde à la fin? Non, on est vraiment parti pour les championnats du monde, mais dans ce séjour, on avait inclus quand même, je pense, 2 semaines d'entraînement. Deux Ok. semaines d'entraînement. Et donc, on était à la Donc, toi, Grissibara. t'étais bleu à ce moment-là. J'étais bleu, ouais, j'étais ceinture bleue à ce moment-là. Et il faut savoir que je parle vraiment d'une époque où il y avait strictement aucune information sur la préparation physique, sur quoi que ce soit. Moi, je me rappelle que toutes les grosses compétitions, que ce soit les championnats d'Europe, championnats du monde, je faisais Que du jiu-jitsu. des pompes et des tractions avec du jiu-jitsu. C'est Ok. exactement la seule chose que je faisais. Je surveillais pas le poids, je savais pas, je combattais en médio. 82,3 pour ceux qui savent Meio pas. pesado, meio pesado, Combien de pesado? 88 88? 300. 88 300. Et pour te dire, hein, la folie du truc, c'est que je me suis entraîné à Rio, je voulais combattre en meio pesado, donc 88 300, et je me suis rendu compte dans le séjour Que t'as perdu du poids. que j'étais à 80-81 kilos. Donc tu vois, tu imagines le délire. Et donc j'ai fait les championnats du monde en médio, 82 300. Et les inscriptions, alors ça c'était une dinguerie. Je crois même que, je sais pas si j'ai pas vu quelqu'un de. Je sais pas si j'avais pas vu Roger ou Beaulieu à ce moment-là venir. Bon, bref, il y avait un délire où, au fait, tu allais dans un espèce d'endroit un peu, comme un genre de cabanon, je sais pas, un délire, un petit truc, et tu venais, tu t'inscrivais au stylo. Tu payais sur place à ce moment-là, dans un truc, euh, l'endroit, Tijuca Tennis Club à Rio, c'était pas là, c'était un autre endroit, tu venais, tu t'inscrivais au stylo. Et le jour de la compétition, il fallait que tu viennes, quoi, tu venais avec 1 kilo de pâtes ou de riz, et c'était un délire quand même. Je t'inscrivais au stylo, qui est folie. Quand tu donnais les kilos de denrées non périssables, c'est ça? Exactement, ouais, Pour les nécessiteux. exactement. Et Lisbonne, je pense que la même année ou l'année d'après, c'était pareil, tu venais. Lisbonne, championnat d'Europe IBJJF pour ceux qui comprennent pas. Et championnat du monde au Tijuca Tennis Club, ce qu'il est en train de parler en 2006. C'est ce que vous voyez chaque année, fin mois de mai, début juin, à la pyramide de Long Beach, en Californie, le championnat du monde IBJJF. C'était au Brésil jusqu'en quelle année? Toi, c'était le dernier, non? T'as fait au Brésil? Avant-dernier? Je Je crois que c'était pense que 2008, non? c'était. 2006-2008, ils ont Ouais, bougé. C'est vers 2006-2008, ils ont bougé, ils sont partis aux États-Unis. Mais sinon, avant ça, c'était tout le temps au Tijuca Tennis Club.
C'était marrant parce que nous, on voyait à cette époque-là vraiment la vidéo vraiment qui motivait tous les pratiquants de jiu-jitsu brésilien, c'était Arte Suave. C'était une vidéo où, au fait, il y avait André Galvão qui était à cette époque-là, était ceinture marron. Il montrait, il filmait quelques académies, je crois qu'il y avait Alliance, Agresi Barra, Tété Jiu-Jitsu dont Hmm. faisait partie André Galvão. TLS, Ouais, TRV. Télé, c'était Réré, Ouais. à Sao Paulo. Et au fait, nous, quand je suis arrivé à Rio, je voyais un peu toutes ces Tous les personnes que gens que j'avais tu vues sur voyais les... en vidéo, tu Ah les as ouais, vus en ça m'a vrai. fait... Ah ouais, nous, on était voilà, il y avait Marcelo Et Garcia. ça a donné quoi, du coup, ce premier championnat du monde pour toi? Alors, ce premier championnat du monde, je m'entraînais à Grisibara à Rio, donc j'étais assez, on va dire, plus ou moins, j'étais plus ou moins confiant. Mais le moment, je me rappellerai toute ma vie, ça a eu une importance capitale dans la suite de mes compétitions. Je me souviens quand j'étais devant le tatami, je me suis posé deux questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Je prends la garde, je passe la garde. C'est les deux questions terribles qu'un compétiteur, n'importe quel sport confondu, ne doit jamais se poser. Et au, Ah, c'est le contraire. Moi, je crois que je me suis posé cette question, c'est bien passé en général. Quand je me et- la pose pas, c'est que je suis trop sûr de moi. alors, on va dire un compétiteur qui me ressemble dans mon état d'esprit, où moi, Ouais. j'essaie de tout structurer, de tout, voilà, en ayant quand même une petite place au doute. Et aussi une chose extrêmement importante, et, euh, et, euh, et on voit le travail de l'IBJJF et de la CFJJB, chacun à son niveau, et Ok. c'est que je pense que je suis arrivé à la salle euh, pour combattre, on m'avait dit d'être là, je crois, à 9h le matin, un truc comme ça, 9h, 9h30, bon bref, et j'ai combattu, je pense, à 17, 18h. Horrible. Horrible. On connaît les après-midi du jour des compétitions comme ça, mais bon, on va dire, c'est typique de l'époque. Ça fait maintenant, on va dire 5, 6 ans que c'est vraiment beaucoup mieux organisé, que tu combats à l'heure à laquelle tu es convoqué, etc. C'est-à-dire que si on te dit tu dois être là à la salle 2 heures avant, etc., c'est récent, ça fait 6 ans maintenant. Avant ça, tu passais tes journées en compète. Avant ça, tu prenais même ta médaille à la fin de la journée. C'était pas comme maintenant. Maintenant, tu sais très bien, tu termines ta catégorie, tu vas direct au podium, vous êtes appelé. Avant, il fallait attendre que toute la compétition termine et tout le monde est appelé pour le podium. Combien de compétitions je suis allé, j'ai pas fait le podium. Je suis rentré chez moi et Mhm. quelqu'un qui est resté du club te récupérer la médaille. T'as déjà connu ça? Ben, bien sûr, Parce que tu étais pressé avant, c'était pas comme maintenant. ouais, Donc j'avais ouais, des... ça c'était typique de l'époque, ça, c'est des galères que les gens ne comprennent pas. Donc si maintenant quand vous payez des compétitions, c'est combien la CBJB maintenant? 40, 50 euros la compète? Je pense, ouais. Ouais, voilà. C'est normal les gars. Vous avez des arbitres compétents, des arbitres qui arbitrent au championnat d'Europe, championnat du monde, etc. Vous commencez à 1 heure, vous savez à quelle heure vous allez terminer plus ou moins en fonction du nombre de combats que vous avez. Vous avez la médaille directe, en plus des belles médailles, hein, parce que nous à l'époque les médailles c'était pas... Enfin moi je suis même pas de ton époque à toi. Et l'époque que j'ai connue, déjà, les médailles, c'était pas ouf. Presque limite, non, c'était une coupe de foot, tu vois, limite. C'est la médaille de Décathlon, là, t'es avec le drapeau bleu, blanc, rouge, là, sur le Ouais, truc. ouais, Les c'est clair. médailles en plastique, là. Non, vous avez des belles médailles, vous avez un beau podium, de bonnes conditions, quoi. Vous pouvez organiser votre journée, votre week-end en fonction d'eux, d'accord? Là, c'était pas du tout les mêmes conditions. Donc, ouais, Absolument t'as fait pas. les premiers championnats du monde, Ah, j'ai pris une rouste, ce combat, j'ai pris une t'as pris rouste le Rouste. mémorable, mais c'est là que tu commences à comprendre. Tu te dis, mais t'as beau t'entraîner, t'as beau faire ce que tu veux, mais si psychologiquement tu t'es pas préparé, t'as pas le mental à te dire, bon, attends, si, ça, et c'est là que tu comprends au fait que, Ok. que tu peux perdre, mais si tu es passionné, tu vas comprendre pourquoi tu as perdu. Et c'est là où tu commences vraiment à kiffer le truc. Ah, et tu te dis, ah ouais, j'ai perdu là, je vais me rattraper sur l'autre. Ok. Et c'est comme ça D'ailleurs, la prochaine grosse compétition que t'as fait, si je ne me trompe pas, on va faire un petit saut dans le temps. T'es passé violette entre-temps, non? Non, non, je suis Non, t'es resté resté, je bleu. suis resté bleu, ouais. Je suis Du coup, resté c'était bleu. quoi, championnat d'Europe à Lisbonne, le premier? Championnat d'Europe, j'ai fait, Les tout premiers Europe, c'est ça? ouais, premier mes championnats. Alors non, moi je crois que c'était à Lisbonne, je crois Le qu'il y avait deuxième? eu, ouais, il y avait eu, je crois, 2005. Je crois que Ou toi, il y t'as avait fait ceux de 2006 ou 2007? 2006, ouais. Ok, 2006, juste après, donc. J'ai pris la médaille de bronze Médaille de ouais, bronze. en 88, 300. À l'époque, on était quand même assez nombreux. Donc, je crois que j'avais fait 4 ou 5 combats. Et à ce moment-là, on a toujours un peu ce truc de se dire, bah, on vient de France, eux, c'est des Brésiliens, ils vont nous battre. On était Tu vraiment veux que dans je te cette dise la mentalité. vérité? Moi, chaque fois que je voyais que j'allais combattre contre un Brésilien,
vu que tu as vu, j'étais dans une équipe brésilienne et tout, je savais les difficultés auxquelles ils étaient exposés. Au début, j'étais comme ça, je me disais, etc. Mais dès que je les ai connus, ça va être trop facile. Eux, les Brésiliens, ils galéraient pour venir en Europe, pour combattre Mm. au championnat d'Europe. Et c'est pareil pour les États-Unis. Ils mangent pas bien comme nous, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Ils mangent des haricots avec un peu de riz, pas de protéines. Enfin, il y a un peu de protéines dans les haricots, mais tu vois, c'était là, ils galéraient, frérot. Ils dormaient dans des conditions. Laisse tomber, frérot. Tu vois, ils n'avaient pas le confort que nous, on avait. Nous, on a de l'essence financière. Si on veut demain dormir dans un hôtel, on dort dans un hôtel. Eux, ils essaient de dormir à 8 dans un Airbnb ou dans une académie sur un tapis et tout. Frérot, peut-être ils avaient la rage ou quoi que ce soit, mais moi aussi, j'avais la même rage qu'eux. Mais vu que je mangeais bien, etc., j'étais plus fort physiquement qu'eux parce que bah, forcément, je mangeais bien et que eux, ils ont galéré et tout. Ça, ils étaient trop morts, ils avaient mal dormi et tout. Je me disais, c'était même un avantage de combattre contre un Brésilien. Je préférais combattre contre un Brésilien que contre un, comment on appelle ça, un Anglais ou quoi, tu vois, parce que c'était dans les mêmes conditions que nous. Mais pour comprendre tout ça, il a fallu les gens comme vous, qui sont d'abord sacrifiés, qui ont fait les premiers championnats d'Europe, qui ont commencé à affronter des Brésiliens et qui se sont dit, ah, mais en fait, j'étais pas si loin de ça de le gagner. Tu vois ce que je veux dire? Ben non, ce que tu dis, tu donnes beaucoup D'informations. d'informations qui prouvent que tu as eu ben, justement des informations que nous, on n'avait pas. Ah Tu ouais. vois? Nous, on les avait pas. Nous, c'était voilà. Et moi, pour te dire, à l'époque, championnat d'Europe, je pense que tu as deux façons vraiment de penser. Et moi, j'avais pas eu la bonne à ce moment-là, et même aux autres championnats d'Europe. C'était de me dire, je suis sur le podium, c'est bon. Demi-finale, c'est bon, je la fais un peu à la cool, c'est pas grave, je ramène la médaille. Alors que maintenant, quand tu vois les nouvelles générations, au contraire, ils se disent quoi, même si j'apprends la médaille d'or, il y a un autre truc à faire, je le fais de suite après, tu Mais vois. c'est ça, tu connais, quand tu vas dans un championnat, on a tendance à dire qu'il n'y a qu'un seul vrai champion par ceinture. Hmm, C'est le champion absolu. exactement, ouais, T'as beau c'est faire vrai. des médailles, etc. Et beau avoir fait, tu vois, t'as beau avoir fait tout ce que tu veux, si t'es pas le champion absolu, ça sert à rien, mon gars. À part Ouais, si t'es un 57 ou un 64, je peux t'excuser. Mais 70, tu peux combattre en absolu de faire quelque chose. ouais. Mais voilà, c'était un peu cette période-là. Et pareil, c'était une période un peu folle parce que même les kimonos, on n'avait pas de kimono. Si tu voulais un kimono, tu l'achetais au Brésil. Ou sinon, tu attendais que quelqu'un du Brésil vienne et te les amène. Ou sinon, tu allais à Lisbonne pour acheter. Il y avait Coral à l'époque, c'était Les stands, ouais. les stands, mais il n'y avait pas de boutique et encore moins des boutiques en ligne pour acheter quoi que ce soit. Donc nous, on attendait que quelqu'un aille au Brésil. Très peu de gens y allaient euh, et nous ramenaient des kimonos. Et David nous ramenait nos kimonos. Ou sinon, on allait, quand on partait combattre à l'étranger, on pouvait acheter des kimonos. Ok, ok. C'est fou quand même ça, hein. Ouais, c'est fou, c'est fou. Et du coup, tu passes Violette quand, toi? Je Tu sais sais pas quoi, parce regarde, on va faire un petit saut dans le temps. ouais. On va arriver à la période de tes ceintures noires, je pense, ça va être plus simple. Comme ça, on ne dure pas trop longtemps. Du coup, on a compris que tu as fait violette, marron, noir chez David Orsetti. Et t'es passé noir vers quelle année, toi? Je suis passé noir ben, il y a 15 ans en arrière. Donc il y a 2011. 2011. Je suis passé ceinture noire, ouais. J'ai fait les championnats d'Europe à toutes les ceintures confondues. J'ai meilleur résultat, ça a été troisième et une fois j'ai échoué deux fois Au j'ai pied du échoué au pied du podium. podium. Euh, Ça, c'est frustrant. J'ai déjà ouais, connu au championnat ça d'Europe. fait voilà. Et donc je suis passé ceinture noire. Mais je suis passé ceinture noire parce il y avait une grosse compétition à l'époque. Tout le monde parlait, quoi. Tout le monde, beaucoup de gens parlaient de cette compétition. C'était une compétition en Italie où il y avait Kron Gracie qui devait combattre contre Durinho, Gilbert Burns, Durinho. Hmm. Je crois qu'il y avait Yann Cabral, il y avait des C'était gens un quoi la peu connus. compète? Je me rappelle plus, je me souviens plus de cette compétition, mais il y a des vidéos que tu peux trouver sur Internet. Ouais. Et moi, David, j'étais ceinture marron à l'époque. Je faisais beaucoup de compétitions, que ce soit championnat d'Europe, championnat de France, compétition bon, un peu de partout. Et il m'a dit, Red, ça te dit de combattre. C'était un Brésilien qui s'appelait, je me rappelle plus, un mec, un compétiteur de l'époque. Je sais plus comment il s'appelait. Un Euh, mec d'Italie ou un mec d'Italie, ouais. C'est toujours un Brésilien qui un était en Italie. Renoir? Non, je me rappelle plus son nom, mais bon, bref. Au fait, c'était un combattant aussi de MMA. C'était pas. Si, un Renoir, non? Oui, 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 C'est oui, comment il oui. s'appelle Eduardo Nascimento, non? Nascimento, exactement. Ouais, ouais. Et David m'a Il a dit, voilà, combattu Aldric en MMA. exactement. Ben, d'ailleurs, Aldric, c'est à cause d'Aldric que je n'ai pas combattu. Pourquoi? Mais c'est une dinguerie, cette histoire, il n'y a pas beaucoup de... Bon, donc moi, David, il me fait passer ceinture noire. Bon, voilà, c'est un truc de fou, je suis Ah, super je sais content. pourquoi.
C'est bon, je Ouais, sais, il a cassé le plancher orbital, non? exactement, la mâchoire, la La mâchoire. mâchoire, ouais. En Sur un fait, genou. un coup de genou, voilà, Ouais. sur une amenée au sol. Bref, l'histoire, c'est que Aldric avait combattu contre ce Fabricio Nascimento Ouais. en MMA. Et d'une amenée au sol, un double leg, single leg, je ne sais plus ce qu'il a voulu faire, Aldric a super bien anticipé, il a envoyé un coup de genou dans la tête, il lui a cassé la mâchoire, tu as vu? Et Et tu sais, d'ailleurs, pour c'est... l'anecdote, c'est la folie. Tu sais que je te jure, j'en parlais avec Aldric, et folie, je sais même pas que c'était lui. Quand j'étais petit, il- ce combat-là, il était passé dans un reportage M6, ouais. M6. Merci, Exactement, merci. ouais, ouais. Et je regardais ce reportage à la télé, je m'en rappelle même du moment où je disais, change pas la chaîne. Je voulais trop regarder le reportage. Et c'était, il parlait de free fight et tout. Et de fatalité, des années plus tard, je me retrouve à faire du MMA avec ce mec-là qui est devenu mon coach. Et je lui dis, oh, mais tu sais, j'ai regardé un reportage et tout un jour, c'est une dinguerie, nan, nan. Il y a un mec et tout, il a fait ça, 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 ça. Il y avait même un mec qui était dentiste et tout, je lui raconte tout le détail. Le mec, il prend un coup de genou, il casse la mâchoire et tout. Il me dit, mais c'est moi dans le reportage, j'ai mis un coup de genou et tout. Je te crois pas. Et il me tape le reportage et tout, il est sur YouTube, folie. Donc, ouais, à cause de Adri Casata qui a mis un coup de genou à Fabricio Nascimento, il a cassé la mâchoire. Ouais. Tu tombes, tu te retrouves à ne pas combattre, c'est ça? Non, le truc, c'est que mais je pense qu'Aldric lui a causé de très très gros dégâts dans ce coup de genou qu'il lui a mis dans la tête. Ouais, Et vraiment, je pense qu'il donc, a. C'est opération, irréversible. ouais, opération, tout ce que tu veux. Et il s'est remis au MMA. Et je pense qu'il a combattu en MMA. Non, c'est pas je pense, je suis pratiquement sûr qu'il a combattu un mois avant le combat qu'on devait faire, tu sais, dans cette compétition. Mhm. En fait, il s'est encore blessé, donc le combat, il a À la été annulé. mâchoire. Par contre, je tiens à préciser, parce qu'Aldric en a déjà parlé, je pense, dans un podcast, et j'ai envie d'en parler aussi, ma rencontre avec Aldric, parce qu'elle était lunaire quand même, hein, ma rencontre avec Aldric. À l'époque, j'étais Bah ceinture attends, bleue. si Ah, tu veux, on va en d'accord, parler. Là. Juste, d'accord, justement, t'étais d'accord. ceinture noire, du coup. Ouais, Ceinture j'étais... noire, grâce à ce fameux combat que tu devais faire contre Nascimento, mais qui finalement ne s'est pas fait parce que Aldric Cassata, dont on va parler plus tard, etc., il lui a fait des dégâts dans la mâchoire et du coup, une blessure qui l'a traîné et qui l'a gardé, qui a fait qu'il a du pull-out de votre combat. Donc ensuite, là, on arrive du coup vers 2011, ce que tu es en train de me dire, tes black belt, etc. 2011, c'est comment la scène du jiu-jitsu à Nice? Je pense que si je me trompe pas, il y a quoi? Il y a le club à Cristiano, la Gracie Bar à Nice. Non, Sud à l'époque. C'est Gracie Barra Bar Sud, Sud, ouais. qui fait Nice-Antibes. T'as du coup, ben, vous qui étiez Côte d'Azur, Gracie Bar Côte d'Azur en haut, à Maganosque, et Nice même, la ville de Nice. Il y avait quoi? Il y avait Cavigal? Alors, alors à ce moment-là, ouais, à ce moment-là, il y avait on commençait à être un peu gradés, tous les gars, Samuel Monin, Michel Salvadori, toute l'équipe qu'on était, on commençait un peu à être gradés, et donc mordu de sport, mordu de jiu-jitsu, et au fait, on se donnait des rendez-vous un peu à Nice pour s'entraîner, on allait Parce à qu'au Nice, lieu à d'aller Antibes. jusqu'à Maganosque, parce que vous étiez tous des mecs de Nice, vous vous êtes fait un petit peu vos propres rendez-vous à Nice, c'est ça? Alors Samuel, Mathieu, François, Michel, tout ça, c'était des mecs d'Antibes, Saint-Laurent-du-Var et tout ça, donc c'était des mecs un peu de... Ils n'étaient pas de Nice, j'étais pratiquement le seul... Non, j'étais le seul de Nice à y aller. Parce que Guillaume Baudon, à ce moment-là, il habitait à Nice, mais il avait déménagé, donc j'étais vraiment le seul à monter à Maganosque. Et en fait, on se donnait des fois, quand tu commences à t'entraîner... D'ailleurs, j'ai Ouais. oublié un fait. Pardon. 2011, ça a fait de toi le premier niçois, ceinture noire. Ouais, mais je pense. Alors, si on va amener la chose un peu comme ça à moi, on va dire, ouais, premier niçois, ceinture noire. Mais Samuel avait pris la ceinture noire sur Antibes, lui était sur Mais c'est un Antibes. niçois? Non, Non, Sam, il est pas c'est un niçois. Antibois, c'est un Voilà. Antibois, Sam. Donc il est Donc pas oui, oui, niçois. dans ce cas-là, oui, bien sûr. Premier niçois, ceinture noire. Premier niçois, ceinture noire, Né, élevé à Nice. ouais. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas genre une pièce rapportée, t'es un mec, tu venais de, je sais pas moi, de Cannes-sur-Mer et t'es venu habiter à Nice, t'as dit, oh, je suis un mec de Nice. Non, t'es né à Nice, t'as grandi à Nice. Ah non, t'es pas né à Nice. Non, Moi, bon, bref, t'es né à 2 semaines à Nice, t'arrives à 2 semaines à Nice. Je suis né à Casablanca. Alors, toute ma famille, frères, sœurs, frères, cousins, cousines, tout le monde est né à Nice. Et je suis le seul à être né à Casablanca. Et je suis arrivé à Nice, j'avais 3 semaines. Ah ben voilà, c'est comme si t'étais né à Nice. Ouais, ouais, C'est une j'ai grandi erreur. à Tu Nice. devais être né à Nice, quoi. Ouais, C'est c'est. juste, voilà, des vacances. Bref, revenons-en à nos moutons. Ouais. Tu t'entraînais un petit peu comme ça, comme ça. Et comment c'est C'est marrant structuré? cette transition Maroc, mouton. J'ai fait exprès. Ouais, j'ai Mais je vu, suis c'est content que tu l'aies technique, c'est relevé. Je suis technique, c'est content que tu l'aies technique, c'est relevé. technique. Et donc, du coup, On a fait un comment, jeu de l'appel, là. C'est technique. et du coup, comment tu t'es retrouvé comment s'est structuré le jiu-jitsu à Nice? Parce que du coup, là, de ce que je suis en train de comprendre, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a que la Gracie Barra Sud qui est à Nice, qui est structurée. Moi, c'est vers ces années-là que je suis arrivé dans le jiu-jitsu. Je pense que c'est soit 2011, soit 2012. Mon frère, il m'a dit que c'était 2011.
Faudrait que je regarde, parce que lui, il est l'ordinateur de la famille. Et tu sais, j'ai les photos quand tu les enregistres du téléphone vers l'ordi ou etc. T'as la date. Les dates, toi. Et lui m'avait dit qu'il avait vu 2011. Donc ouais, ça devait être 2011 où je suis arrivé dans le jiu-jitsu. À ce moment-là, il y avait de mémoire pour moi, il y avait que la Gracie Barra Nice, enfin Côte Sud, pardon. Il y avait la Gracie Barra Côte d'Azur. Bon, du coup, il y avait, je crois, il y avait Cavigal, non? Ouais, alors, tiens, quand je t'entends Parce que mon parler, premier combat que j'ai fait, c'était contre un mec de Cavigal. Et je m'en rappelle, c'était en 2011 ou 2012. ça me fait, putain, quand tu dis ces années, le grand champion que tu es, Kalim, Black Belt, premier degré, tu es rentré dans le jiu-jitsu en Fais une gonfle. 2011-2012. Moi, j'étais déjà Black Belt. Tu imagines, ça rajeunit pas. C'est que c'est une dinguerie quand je t'entends dire ça, quand je vois tout ce que tu as fait, tous les résultats, les podiums, même à l'international. Et de me dire que quand tu es rentré dans ce sport, j'étais déjà Black Belt. Ça, ça fait drôle de l'entendre. Donc moi, j'étais. Après, moi, je savais que c'était déjà Black Belt quand j'ai commencé, parce que bon, C'est chaud quand même, hein. on est du même Du secteur, on même va dire. secteur, exactement. Et voilà, les gens ils disaient, ah, tu connais pas Redouane et tout, etc. Ouais, Je dis, c'est c'était qui Redouane? Il me disait un c'était petit, grand toi. boule à Z, crâne rasé, crâne qui brille. Ouais, mais Non, attention, je me suis rasé la tête. Je me suis rasé la tête pour le jiu-jitsu. À l'époque, j'avais les cheveux et tout. J'avais, ben, comme toi. C'est quoi, plus ou moins la même coupe. Et à chaque fois que j'allais à la salle, je m'enlevais le gel. Parce que quand tu t'entraînais avec du gel, ça te grattait. Donc j'enlevais. Au bout d'un moment, Ouais, j'ai il dit, est fou aussi, il mettait du gel. Faut pas mettre du gel, les gars, faut ouais. mettre de la crème coiffante. Mais ça Mais n'existait bon, pas, mon pote, à cette époque, ce genre de truc-là. Nous, c'était à la c'est pour dure. ça que t'as plus de C'était à la cheveux dure. maintenant. Non, l'édition, c'est un choix, c'est pas une fatalité, hein. Il y en a un peu, je les perds un peu là, mais bon. Mais par rapport au jiu-jitsu, pour te dire, on était matrixés, on s'en foutait, on devenait moche, on se rasait la tête, Et on juste était pour dans en le délire. revenir du coup, parce que on est en train de localiser les clubs de Nice. Il y avait Gracie Barra Sud. Mhm, Autour de Nice, t'avais Gracie Barra Sud, l'antenne à Antibes avec Pierre Girard. mhm. Grande ceinture nord de la Côte d'Azur qui fait beaucoup pour le jiu-jitsu. Bon gars, ce Pierre, très Très bon bon gars. gars. D'ailleurs, c'est son club qui co-host l'Open de d'Antibes CFJB Très grand chaque année. passionné, bon Très grand jeune, bon, passionné. bon jeune. Je dis jeune parce que je l'avais vu à l'époque, il avait commencé, j'étais gradé, je crois que j'étais violette, il était blanche. D'accord, donc du coup, Pierre, Christian à Nice, avec la Gracie Barra Sud. David Ursetti un petit peu plus haut dans la carte sur Maganosque. Et du coup, Nice, il n'y avait que le monopole sur la Gracie Barra Sud à ce moment-là? Non, parce que nous voilà, on David, lui, était content que ses élèves ouvrent un peu Ouais, des donc du petits coup, vous clubs. avez commencé à ouvrir où? Cavigal. Alors donc Cavigal, quelle année? je vais te dire, c'était Cavigal, à ce moment-là, j'étais marron. J'étais ceinture marron, je crois que c'était aux alentours de 2008-2009. Et ça s'entraîne où, Cavigal? À la Alors, Madeleine, j'ai entendu, moi. alors Cavigal, on a eu De un ce que je peu. sais, j'ai entendu, ça s'entraîne à la Madeleine. Alors la première salle qu'on a eue, je pense que c'était à Madeleine, la première salle, et ensuite on a eu à Nice-Nord, à Aspanas. En dessous de l'école? Je ne me rappelle plus où elle était l'école, mais c'était en C'était pas haut. une salle en dessous Il de y a une l'école, école, il y non? a une école, ouais, c'est ça, Ouais, ouais, c'est ça, c'est la exactement, ouais. salle en dessous de l'école. C'est dans une école, ouais, Ok, exactement, ouais, je avec vois très Michel bien. Savadori et Karim Mosba. Et en fait, là, vous avez des créneaux réguliers. Pareil, on avait des créneaux réguliers, ça nous permettait d'avoir plus d'entraînement dans la semaine. On faisait Maganios, Ok. Donc, ouais, on va dire, vous étiez, moi, c'est ça, une équipe affiliée à Gracie Barra Côte d'Azur. Et vous étiez un petit peu l'antenne de la Gracie Barra Côte d'Azur, mais sur Nice. C'est ça? C'était les élèves. Bon, Karim Mosba, c'était pas un élève de David C'est un Ursetti, élève mais de Michel qui, et moi. Mosba? Karim Mosba, c'était un élève de Christian Rodriguez. Je crois qu'il est resté avec lui jusqu'à la violette, je pense. Ok, lui, il vous a rejoint, il était violette, c'est ça? Ouais, ouais, c'était ça, ouais. Il était ceinture violette, ouais, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Du Hein? coup, ouais, vous avez commencé à donner les cours là-bas, tout ça et tout. Mhm. Et je crois que c'est vers ces eaux-là qu'il y a le. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, hein, le Boxing Squad qui a ouvert, non? Boxing Squad, avec force de souvenir, c'est vraiment. Voilà, Aldric. Parce que du coup, moi, quand j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, juste pour te Mhm. dire, il y avait au début Cavigal, mais Boxing Squad, c'était, je crois, c'était pas encore le Boxing Squad Nice-Nord que tout le monde a connu, c'était le Boxing Squad Rue des Roses. Et ils n'avaient pas encore de compétiteurs et tout en jiu-jitsu. C'est plus tard qu'ils ont fait du jiu-jitsu, c'est quand ils sont arrivés à Henri Dunant, non? C'est ça. Mais là, je suis obligé de rebondir sur cette fameuse rencontre avec Aldric. Raconte-nous ta petite anecdote avec Ouais, Aldricus Cassatus, Aldric, dit Aldric, le Primus. Aldric. Aldric, c'est une dinguerie, cette rencontre, c'est une dinguerie parce que
parce que on a un ami en commun euh, qui, au fait, m'a dit un jour, Redouane, est-ce que tu peux nous montrer, parce que là, j'étais ceinture bleue, tu as vu, Ouais, là, j'étais avec Sam Grécy à l'époque, ceinture bleue, c'était un grade de ouais, fou, j'ai tu vois. capté. Ça, là, on revient dans le temps, j'étais encore... non, j'étais à Maganos, j'étais avec David à ce moment-là. Et un dimanche, ouais, est-ce que tu peux venir nous montrer Les des techniques techniques. de jiu-jitsu dans une salle à Saint-Pancras? Tu as vu, Saint-Pancras, donc c'était destiné à ce que des gens se rencontrent là-bas. Et parce qu'à l'époque, il n'y avait que du pancras, le MMA n'existait Ouais, pas, tu ouais. vois. Et la salle, Et c'était la là où ville, elle c'est s'appelait enfin, non, le Saint-Pancras, quartier plutôt, au-dessus je suis de un ouf. Saint-Pancras. Ouais. Et donc, un jour, j'arrive comme ça, je fais un cours et tout quoi, je fais un cours, je monte des techniques, tu vois. Une petite initiation, on va dire. Ouais, une petite initiation. Ouais. Mais je vois une ombre, tu vois, dans mes pensées, je vois une ombre, et tout dans mes souvenirs, avec un gars avec un haut de kimono noir et un pantalon blanc, tu as vu, une tenue de Campo. Hmm. Et, et en fait, c'était Aldric, tu as vu, mais on ne se connaissait pas. Et Alexis, c'était le pote qu'on avait en commun qui nous a présenté. Et Aldric, quelques temps après, il me dit, mais Red, tu as vu, j'avais tourné avec toi, genre, je sais pas ce qu'il avait dit, genre, on va dire, je l'avais battu. Il m'a dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Je dis, moi, je suis que ceinture bleue, il y a des mecs qui sont plus forts. Et Aldric, il a serré, il a dit, mais comment? La blanche, la bleue, c'est après la blanche, et genre, tu m'as fait galérer comme ça. Et après, Aldric, il est parti, il s'est mis à faire du jiu-jitsu, du grappling, du truc, et la carrière qu'il a eue, du MMA, le boxing squad, et tout ça, Et quoi. donc, en Une gros, dinguerie. vers 2011, lui, il ouvre le Boxing Squad, c'est ça? Toi, t'es déjà noir quand il ouvre le Boxing Squad, ou t'es Voilà, marron? Aldric nous a rejoint. Aldric était ceinture marron. Moi, j'étais déjà ceinture noire. Je pense que c'était aux alentours de 2011. Aldric nous a rejoint, je pense, en Lui, t'es 2010-2011. marron de qui? Marron de Zeradiola, Cristiano Rodriguez, Ouais, Cristiano donc ou Gracie Zé, pareil. Barra, Côte d'Azur. Chris Sud, Barra pardon. Sud à ce Gracie moment-là. Barra Sud. Et au fait, Aldric et Mika Mikalev, qui lui, je pense, à l'époque était ceinture violette. Aldric, à ce moment-là, on parle d'Aldric, qui était combattant de MMA, Cage Warrior et tout ça à cette époque-là, hein. Donc voilà, il nous a rejoint, comme je t'ai dit, en 2010-2011 avec Il vous a Mika rejoint d'abord où? Au Cavigal? Cavigal. Ok. Cavigal. Et Et ensuite, de là, il a décidé de créer le Boxing Squad. voilà, De Henri Dunant, que tout le monde connaît. C'est voilà. ça? Non, pas Henri Dunant, rue des Roses. Ah ouais, d'accord. Celui que j'ai connu au début, enfin, que moi, quand j'ai commencé le jiu ça existait. Parce que du coup, ça n'existait pas encore celui à Henri Dunant. Mais il n'y a pas de il y a pas de club de jiu sur place. Enfin, il n'y a pas de cours, il n'y avait rien, non? Parce que pour moi, là, dans mes souvenirs, quand on parlait de Boxing Squad rue des Roses, c'était que de la bagarre, quoi. Ah non, pas C'était du pas tout, du non, non, il y jiu avait du jiu-jitsu. Ah Si, ouais? si, 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 il y avait des cours de jiu-jitsu. Il y avait des cours de jiu-jitsu, bien sûr. Mais alors, ils faisaient pas de compète, non? Parce que dans les compètes, je les voyais jamais. Eux, je les ai vus arriver une fois qu'ils étaient à Nice-Nord. C'était un Ben, les peu, deux, c'est à Nice-Nord, tu vas me dire, mais bon. c'était un peu une période un peu de transition, tu vois. Quand tu fais de grandes choses, attention, je parle pas de moi, hein, je parle d'Aldric et du Boxing Squad qui est devenu ce qui est devenu. Quand des choses sont amenées à être de grandes choses, ça se fait pas. Il y a toujours un peu le round d'observation, tu as vu, ça met un peu de temps à ce que voilà. Donc c'était un peu une situation un peu il n'y avait pas trop je me rappelle plus, moi j'avais déjà fait des compétitions, j'étais déjà dans le truc, et au fait c'était un départ, tu remontais une section Ouais, bien sûr. des Jujutsuka, mais voilà, Jiu-Jitsu, s'il te plaît. Jiu-Jitsuka, je connais pas, c'est un sport japonais. Nous, on fait le Jiu-Jitsu brésilien, c'est le Juteros, Jiu-Jitsu. ouais c'est clair, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est encore à l'ancienne, moi je suis de la vieille école. Ouais, En même plus si c'est ça de du la vieille école, elle était Jujutsuka, mauvaise. ouais, non, très bonne école, Ah, les anciennes là, c'est écoles c'est les mauvais. Là, c'est meilleures, mauvais. ça Tu reste parles toujours les d'un sport. meilleurs, En plus, d'ailleurs, on en reparlera dans quelques minutes, mais ouais. c'est un sujet qui fait grandement polémique actuellement. Donc, bref. Donc, ouais, toi, tu as eu une grande partie, parce que moi, en fait, quand j'ai commencé vraiment à te connaître, à mettre un visage sur ton prénom, c'était ben, du coup quand il y avait l'avènement de Facebook, vers 2011-2012, quand du coup le Boxing Squad de Nice-Nord il avait ouvert, on te voyait donner des cours là-bas, on devait t'entraîner là-bas. C'est ça, non? C'est Si je me ça, trompe pas. exactement, ouais. Ouais, j'étais plus. Et du coup, tu as commencé un peu à aller moins à Maganos, qui est plus resté t'entraîner à Nice, parce que tu avais un groupe d'entraînement avec qui t'entraînais à Nice, c'est ça? Tu avais beaucoup de gradés avec qui t'entraînais, c'est ça? Ben, voilà, ouais. Moi, il faut savoir que pour monter à Maganos, que je mettais peut-être plus d'une heure pour y Ouais. aller. Plus d'une heure. Ben, ensuite, voilà, mais même Black Belt, je Après, c'est ça, c'est continuais. le but, hein. Tu sais, quand tu
tu formes des gens, tu as envie que derrière ils forment d'autres gens, donc, et que le jiu-jitsu se développe. Et du coup, ça suit le cheminement naturel. Surtout que ça restait dans la même équipe, vous étiez affiliés à Toujours, l'époque hein. à George City. Toujours rester avec David, et David a toujours eu cet état d'esprit où lui, pour lui, il disait, mais Et moi, c'est si normal, les c'est élèves... la culture même du jiu-jitsu, j'ai envie de dire. Lui, David, je l'ai toujours entendu dire, moi, si mes élèves me font taper, je suis le plus heureux. Ça voudrait dire que mon enseignement est bon. Et quand il voyait qu'on commençait un peu à donner des cours, c'était une grande fierté pour lui. Il n'a jamais vu ça d'un œil, Ok, genre, vous me lâchez. Absolument pas. Bien au contraire. ok, ok. Donc ouais, t'as commencé vers 2011, c'est ça, à donner des cours au Boxing Squad, à t'entraîner là-bas et tout. Exactement. Et du coup, voilà, petit à petit, ça a pris un peu l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. On connaît les différents clubs qui sont créés, etc. Qui de quel club est parti pour faire les différents clubs. On se retrouve aujourd'hui à plus de 17 académies à Nice, ce qui est une totale folie. Ouais, c'est une folie et une T'aurais jamais cru, fierté. toi, à l'époque où t'as commencé, qu'il y aurait 17 clubs dans la ville? Absolument pas. Absolument pas, mais ça reste si tu dois faire un bilan, tu te dis que c'est beau. C'est magnifique, bien sûr. On est, je pense, une des villes avec Paris où il y a le plus de clubs. On voit une grande ville comme Marseille à côté de chez nous, ça se compte sur le doigt d'une main. Les clubs, je sais même pas s'ils en ont 5. Et je parle dans tout le 13, je parle même pas dans Marseille. Là, on parle juste de Nice. On a 17 clubs ou plus, c'est énorme. 17 clubs après, moi, tu sais que je me positionne sur ce que je pense. Mm. Tu sais très bien que j'ai des positions qui sont dures à bouger. Une fois que je suis Ah, c'est persuadé de quelque ferme. chose, je suis persuadé. Donc pour moi, 17 clubs de jiu-jitsu brésilien, on peut en compter, on va dire que 5 de fiables. Et encore. Mais ça, c'est juste par rapport à mes critères à moi. C'est Mm. pas un clash ou quoi que ce soit. C'est par rapport à moi, comment je vois la discipline de du jiu-jitsu brésilien, etc., etc. Sans les autres, ils font ce qu'ils veulent, ça me dérange même pas, tu vois. Je les empêche pas de faire leur sport. Et je leur enlèverai pas le pain de la bouche. Tu vois, ils font ce qu'ils ont à faire. Et tant mieux, tu vois, ça permet qu'il y a des gens qui découvrent le jiu-jitsu, même qui peut-être qu'ils vont kiffer cette façon-là de pratiquer. Je suis moins extrémiste qu'avant, on va dire. Maintenant, revenons à ce qui se passe un peu dans l'actualité. Un Aujourd'hui, on est okimono, revenons à un en okimono. okimono. Donc là, on est en 2026. Ouais. Il y a un sujet qui fait grandement polémique actuellement Mhm. dans le jiu-jitsu brésilien. Mhm. Et moi, j'aimerais avoir ton opinion, ton point de vue en tant que pratiquant de la deuxième génération de jiu-jitsu brésilien en France. C'est ça, tu fais partie de la deuxième génération, toi, là? Ouais, la première génération, David Ursetti, Christian Turin, Aziz Chérigui, Alain Nagera, Christian Derval, ça c'était Patrick Bitan, c'était vraiment les premiers, les Ouais, les premiers. précurseurs, et toi, t'es arrivé Gilles Arsène directement aussi. juste après. Et nous, on les suivait juste de derrière, juste pas loin après. On va dire que t'es la première génération de compétiteurs, c'est ça? Parce que Euh, eux, les pauvres, on va pas dire qu'ils pouvaient faire de la compétition, parce que c'était eux-mêmes les coachs, c'était, on va dire, c'était les formateurs, ceux qui ont initié tout le monde, les initiateurs. j'irais pas 2.0, mais j'irais 1.5. Eux, ça a été quand même, parce qu'ils ont fait quand même le championnat du monde. Oui, Donc, bien sûr, mais c'était obligatoire, mais on va dire, c'était pas comme vous, où il y avait vraiment des entraînements pour la compétition, etc. Eux, c'était encore autre chose, c'était un autre défi qu'ils avaient à faire. Le défi de leur truc, c'était déjà de trouver des gens pour faire du jiu-jitsu et ensuite leur faire comprendre que le jiu-jitsu, c'est pas de on, la capoeira, on- entre guillemets. on va dire qu'on a fait on a fait comme ce qu'ils ont fait eux, mais en plus Machallah, facilité. l'humilité. Machallah, l'humilité. Non, c'est la vérité, hein, c'est la Machallah, vérité. l'humilité, je peux rien dire de plus. Les gars, regardez, il a pas de cheveux, mais il est sage de ouf. On dit que les hommes sages, ils ont le crâne chauve. Tu sais quoi, je vais les laisser pousser. Faire un peu de carnage, mais tu verras qu'il y en a. Bref, il va y avoir les contours à Vegeta, vu ce que je vois. Bref, parlons plus sérieusement, les gars. La polémique actuelle, ça fait déjà quelques mois qu'elle est en cours, c'est depuis septembre, je crois, non? Je pense, ouais. C'est la polémique autour de la CFJB de France Judo. Il y a de ça quelques années, je ne saurais plus dire exactement quelle année, mais je crois que c'était 2019, 2020. C'était en sortie de Covid, je pense, c'était 2020. 2020, ouais. La CFJB a décidé de se rapprocher de France Judo. C'est aussi. Ah oui, c'est 2020? 2020, ouais, non? D'accord, je sais pas, je voyais pas ça aussi loin. C'est quand que Weshden elle a percé? Parce que je me rappelle, c'était en même temps que Weshden elle avait Ah, ça, percé. c'est ta génération, c'est ta culture Je musicale. te Moi, jure je qu'il sais serait. pas. Parce que je me rappelle, j'avais mis une story, j'avais mis allez, allez, ciao, allez, allez, sayonara. Quand ils avaient mis qu'ils se rapprochaient, j'ai mis une petite story, j'ai mis la capture d'écran je crois que c'était communiqué ou je sais pas comment ils appellent ça T'as une là. petite période tailleur un peu quand même, hein. Ou quoi? T'as Où une ça petite piquait un petit période peu? tailleur. Ouais, ouais, tu Ah, piques un peu. toujours. On va dire qu'avant, il y a moins de filtres que maintenant.
Ouais, Maintenant, frérot, mes paroles, elles engagent plus que moi, malheureusement. Elles engagent d'autres personnes. C'est-à-dire que je suis un mari, je suis un père de famille. ouais, Si je dois faire des blagues, c'est entre nous. c'est C'est plus en clair. public. Donc, ouais, ce que je disais, c'était que à l'époque et tout, ils ont décidé de se rapprocher de France Judo. Et on est venu, bah, du coup, le temps de la séparation. Et là, il y a France Judo, ce qui était fortement prévisible de mon point de vue à moi. Mhm. Et je l'avais dit à l'époque, j'ai mis quelques stories et tout où j'en parlais. Et je pense que je n'étais pas le seul à le penser. C'est que la CFJB, il allait se faire doubler par France Judo. C'est un ogre, France Judo, tu vois. Eux, ils sont arrivés un petit peu naïvement, tu vois. La CFJB, un petit peu naïvement. Ils se sont dit, ouais, on va peut-être profiter de belles infrastructures, etc. Mais le jour où ils allaient séparer, c'était sûr qu'il y allait avoir ces situations où Franc Judo allait chercher à s'accaparer le jiu-jitsu brésilien. D'ailleurs, tout à l'heure, tu me parlais de jiu-jitsuka. Moi, je le dis, les gars, c'est important de connaître sa culture. On fait du jiu-jitsu brésilien et des jiu-jiteros. Si vous voulez dire, je fais du JJB, vous ne dites juste pratiquant le JB, mais ne dites pas jiu-jitsuka. Jiu-jitsuka, les gars, c'est une autre discipline. C'est le jiu-jitsu, sans le i devant. C'est le jiu-jitsu japonais. Donc, jiu-jitsu fighting, duo système, tous les trucs de fanfare et autres, sans manquer de respect, tu vois que les gens pratiquent au sein de la fédération de judo en France. Et justement, eux, ils en jouent. Donc tu faisais partie, hein? Ah, moi, j'ai fait du jiu-jitsu Newaza et qu'eux, ils appellent ça du jiu-jitsu à la pratique brésilienne, ou je sais plus trop comment ils À la disent. sauce brésilienne. À la sauce brésilienne, bref. Là, ils essayent un petit peu de jouer sur les mots, de pas mettre de i, etc. Ils disent qu'ils ont la délégation ministérielle, ce qui est totalement faux. Ils l'ont pour le jiu-jitsu sans le i. Et essayent de jouer un petit peu, d'induire en erreur les personnes qui ne sont pas informées et de faire du mal à la CFJB. Bon, force est de constater que la CFJB va très bien. Depuis septembre, il y a eu plein de compétitions. Rien n'a changé, au contraire, je pense même qu'elle va beaucoup mieux qu'avant. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais Alors, sans me dire que tu es ami avec David, etc., sans parler de ton professeur qui est David, de la fédération et tout, je veux juste ton avis en tant que pratiquant. Là, on va pas parler de oui, je connais David, je le respecte et tout. Je sais, ça on le sait tous, que tu es quelqu'un qui a énormément de respect pour ton professeur. Moi, je veux savoir en tant que pratiquant, toi, aujourd'hui, Redouane Aït Saïd de Marrakech, oui, parce qu'il est à Marrakech, il vient à Marrakech, il voit tout ça à l'extérieur. Comment tu vois tout ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour le jiu-jitsu brésilien que l'offre du coup de compétition elle se diversifie, qu'il y a la fédération de judo qui propose leur compétition, sachant que ils seront toujours dans leur code de judo? C'est un petit peu, on va pas parler mal, mais tu vois, un peu très tendu, très droit, très judo, tu vois, dans leur pratique, qui a rien à voir avec le jiu-jitsu brésilien. Qu'il y a un mec comme David Inkel ou Inkel, ou je sais pas comment il s'appelle, là, qui fait des podcasts, il parle de open map. mhm. Quand il parle, il est fatigué, le poteau, il dit n'importe quoi dans ses podcasts avec des gens qui ont tourné leur veste au jiu-jitsu brésilien, tels que Manuel Fernandez. Moi, je le dis, hein, j'ai pas de problème à dire que c'est un mec qui a trahi le jiu-jitsu brésilien, tourné sa veste. Et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui sont en désaccord avec la CFJB, qui, qui peuvent penser qu'il y a plein de choses à la CFJB qui va mal. Mais avant tout, on est des pratiquants de jiu-jitsu brésilien, on se doit de soutenir la CFJB. On fait d'abord la guerre contre le judo. Moi, c'est mon point de vue. La guerre contre le judo qui cherche à prendre la main sur le jiu-jitsu brésilien. Et après, si vous voulez manier les choses en interne, faites-le. Mais d'abord, faut mettre les choses au clair. Le jiu-jitsu brésilien, c'est avec qui pour toi? La CFJB ou le judo? Euh, Moi, ma réponse, elle est plus que logique. Euh, il faut que le jiu-jitsu brésilien reste à la CFJB. Il n'y a Donc ça veut il y dire a le pas... petit coup politique là qu'ils sont en train de faire, il faut qu'on se motive tous, qu'on prenne des licences, qu'on montre que la CFJB elle existe, etc. pour montrer que ouais, on suit la CFJB, qu'on est avec la CFJB. Alors, je pense que déjà, je vais dire deux choses qui sont très importantes. C'est que j'ai eu des discussions avec David à ce niveau-là, qui resteront bien entendu personnelles. J'ai donné mon point de vue, il m'a donné son point de vue. Et bien entendu, on est tout à fait, on se rejoint De complètement A à sur Z. ce qu'on... Ah, complètement, complètement. Euh, donc voilà, des choses qui ont été dites qui resteront entre nous. Mais pour comprendre un peu tout ça, il faut quand même, il est important de souligner que la CFJB, je pense qu'elle a explosé comme elle a explosé pour beaucoup de raisons. D'accord? Oui, mais là on veut pas venir sur tout ça. Non, non, Moi non, je veux mais vraiment savoir ton avis à toi, Redouane Aït Saïd de Marrakech. d'accord, mais Quelle est ton opinion? Est-ce que c'est une bonne chose déjà qu'il y ait plusieurs fédérations qui proposent du jiu-jitsu brésilien? Oui ou non?
parce que ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu plusieurs fédérations. Toi-même, quand tu allais faire les championnats du monde au Brésil, tu avais les championnats la Coupe du Monde juste avant, Mm. une semaine avant, non? Ouais, c'est ça, Ou une ouais, semaine après, je sais plus, c'était la CBJE, non, CBJO, je sais plus. un truc comme ça. Ah, bref, t'as toujours eu plusieurs fédérations dans le jiu-jitsu brésilien qui ont coexisté, mais bon, on va dire il y a une domination sans nul partage, avec très peu de place, on va dire, pour les autres, de l'IBJF et de son organe au sein de la France, la CFJB, d'accord? Même si c'est plus vraiment son organe, que c'est un truc indépendant et que ils ont juste un agrément, mais que l'agrément, on va dire, c'est pas comme par exemple au Portugal, où tu prends ta licence au Portugal et tu as directement ta licence nationale et internationale d'un coup, parce que la législation française, etc., on va pas revenir dessus. Bref, toi, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que le judo il propose des compètes de jiu-jitsu brésilien, oui ou non? Parce qu'ils ont toujours fait du jiu-jitsu Newaza, par exemple. Justement, ce que je voulais dire, que je trouve qui est très important, c'est que je comprends pas pourquoi si je le sais, Tu connais les enjeux qu'il y a derrière. non mais dans ce cas-là, et c'est pour ça que c'était ce que je voulais commencer je voulais justement parler de ça, c'est que la CFJB, il y a eu une fusion, entre guillemets, entre la CFJB et la Fédération de judo. Euh, je suis certain, je pense, peut-être, et je maîtrise mal le sujet, mais je pense que la Fédé de judo a apporté beaucoup à la CFJB. Ça, je pense que c'est indéniable. Mais dans ce cas-là, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que je pense que la Fédé a vu le potentiel du jiu-jitsu brésilien en France et a sûrement voulu se dire, bah, tiens, moi aussi, Ouais, ils veulent prendre leur part du gâteau, ils veulent des adhérents en je veux plus. récupérer. Mais c'est important de parler de ça Licenciés, parce que pardon. pourquoi ils ne l'ont pas fait dès le début? Tu vois ce que je veux dire? Ils ont vu que, je pense, hein, je maîtrise mal le sujet, je veux pas trop m'aventurer dans le truc, mais je pense qu'ils ont vu certaines choses, ils se sont dit, ah, tiens, maintenant, si tu veux vraiment mon point de vue, d'accord, mon point de vue, le jiu-jitsu reste à la CFJB, d'accord, le jiu-jitsu brésilien reste à la CFJB, et Et pour toi, ce qui se passe à côté, c'est du plus. C'est comme moi quand je faisais à l'époque du Newaza, c'était un bonus en plus. est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je pense que ça, il y a il y a autant de points de vue que de Que de pratiquants. personnes. Voilà, donc ça, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? J'aurais tendance à dire que le fait c'est comme si il y a plusieurs clubs de jiu-jitsu, c'est bien, mais ça peut ne pas être bien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense très sincèrement que le jiu-jitsu, aujourd'hui, la CFJB, elle a une très très grosse équipe, extrêmement bien structurée, à mon humble avis. Et je pense qu'elle est combien? Elle est sur le podium, là, sur la plus grosse euh, euh, confédération mondiale. Je pense qu'il y a Je sais pas du tout. je pense que c'est au nombre de licenciés. Bon, bref. Moi, je pense que pour faire reconnaître cette confédération au niveau national et mondial, je pense que tout le monde doit apporter son soutien. Moi, je l'apporte et je l'apporterai toujours. Et, Rien dans le mode politicien. T'apportes ton soutien. non, c'est juste une question de bon sens. Non, je rigole, mais je sais Je quand je dis ça, pense c'est un peu vraiment, d'humour. je pense, tu vas pas avec, même si on l'a tous fait quand on était petit, tu vas pas jouer au basket avec un ballon de foot. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas jouer au foot avec un ballon de basket. Elle est belle celle-ci. Bon, c'est imagé, mais je pense que c'est voilà, non, c'est le jiu-jitsu brésilien reste et appartient à CFJB. Ok, très bien. Merci pour ton avis dessus. Maintenant, le raid, j'aimerais avoir deux autres avis sur toi. Mhm, Euh, deux autres de tes points de vue, excuse-moi. Le premier, c'est sur la structuration, non, le jiu-jitsu brésilien actuellement, ce qu'il est aujourd'hui. Parce que on a déjà eu beaucoup de fois ce débat, toi et moi. Ça a eu des discussions très virulentes, même au téléphone, où on se disait, mais on avait beaucoup de débats. on était en accord, on On était était en pas en accord, mais désaccord. des fois on était en désaccord. En fait, ça dépend de l'objectif. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, il y a des gens, moi je le dis ouvertement, il n'y a pas de problème, il y a plein de gens qui ne devraient pas être ceinture noire qui le sont, tu vois. Il y a plein de gens qui ne devraient pas être ceinture bleue, violette, marron, noir, tout ce que tu veux. En fait, est-ce que pour toi, le jiu-jitsu brésilien a perdu sa valeur, et a perdu son essence? Est-ce qu'il a perdu son niveau? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de devenir un sport de merguez, pour rester poli? D'accord? Dans le sens où aujourd'hui, tu as des gens qui sont ceinture noire. Ah, c'est une folie de dire ça, mais ils savent même pas mettre une pression, tu vois, quand ils passent. En fait, il y a des gens, ils sont ceinture bleue, on va aller plus simple. Ils sont ceinture bleue aujourd'hui, Mhm.
parle de... Il n'y a pas de problème, tu vois. Moi-même, j'ai fait du lapel à partir de la ceinture verte. Mhm. D'accord? C'était Zerradiola qui m'a ramené le lapel en séminaire et tout chez Christian. C'est comme ça que je connais le lapel et j'ai commencé à le bosser depuis que je suis ceinture verte. Et surtout, moi, tu vois, je viens de l'époque de Kenan Cornelius et tout. Donc, bref, il y a des gens qui sont ceinture bleue, ils te parlent de l'appel, ils vont te parler de Berimbolo. Moi, tu vois, j'ai grandi avec les Berimbolo, les frères Miao, etc. C'était mon Mhm. époque. Mais je te parlais de tout ça, je faisais tout ça. Mais derrière, je connaissais mes fondamentaux. Je Mhm. savais faire un coup de bras depuis la garde fermée. Je savais prendre le dos depuis n'importe quelle position. Je savais passer une garde. Je savais sortir d'une soumission de base, etc., etc. Est-ce que pour toi, c'est normal qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui sont ceinture noire, le raid, tu les poses, je sais pas moi, dans un tapis contre un lutteur, Mhm. exemple, hein. Tu leur dis, vas-y, enlève ta veste et fais-toi un corps à corps avec lui. Mhm. Je sais pas, ils se font emmener au sol et ils savent rien faire. Est-ce que même c'est normal qu'un mec debout, il sait rien faire? Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, tu entends des histoires de une ceinture noire, il s'est fait agresser, il s'est pris une gifle, il a rien fait? Wesh, Redouane, normalement, une ceinture noire, même une ceinture bleue, normalement, il sait se défendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal pour toi qu'il y ait des hommes légumes, entre guillemets. Des ceintures noires, ils sont, je sais pas, ils savent pas se défendre. On dirait ils ont pas mangé de fer, de protéines depuis quelques semaines. On dirait ils font le carême. Tu vois, ils sont ils sont en manque de glucides, en manque de vitamines, en manque de protéines. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont en manque de testostérone. Ils sont là, ils font 150 000 vidéos techniques, des selfies, des ABG lifestyles. Mhm. Mais quand il s'agit de démontrer leur pratique, ils sont gaze. Est-ce que pour toi c'est normal? Est-ce qu'on doit évoluer vers ça? Ou est-ce qu'on doit vite se rattraper et évoluer dans le bon sens? Parce qu'aujourd'hui, même à l'international, le jiu-jitsu brésilien, c'est plus ce que c'était. Quand tu regardes à l'époque, même le jiu-jitsu brésilien, on va dire des Victor Shaolin Ribeiro, des gens comme ça et tout, ils fonctionnaient en MMA. Aujourd'hui, force est de constater que le jiu-jitsu brésilien MMA, c'est plus trop famous. Ça a plus trop la cote. Et quand on regarde les pratiquants du jiu-jitsu brésilien MMA, ça va à peine se mettre sur le dos et tirer la garde et faire des trucs bizarres. Est-ce qu'on n'a pas évolué dans un truc où on oublie même l'essence même de ce sport, qui est de mettre la pression sur un partenaire, prendre une position, ne pas la perdre, etc. Quelle est ton opinion à toi, Redon Aït Saïd? Bon, moi, j'ai quand même une réponse très, très précise à ce dilemme, à cette question. Moi, je veux pas une réponse parce que depuis tout à l'heure, tu construis tes réponses. Mhm. On voit que tu te soucies du mot que tu Mhm. vas utiliser. Moi, je veux une réponse cash, le raid. Les gens ici, là, sur la frappe MMA, ils veulent que, tu vois, on découpe, qu'on fasse un réel avec une réponse cash. On veut, tu vois, du cru, du cash. On veut savoir, est-ce que pour toi, c'est normal qu'aujourd'hui, il y a des ceintures noires, par exemple, quand on les met dans un combat de MMA, ils n'arrivent pas à appliquer leur jiu-jitsu. Alors qu'ils sont contre des gens qui n'ont pas leur expérience de jiu-jitsu. Des fois, on les met contre des mecs, ils ont fait que de la boxe, un peu de lutte, et ils n'arrivent même pas à emmener le partenaire au sol ou à le soumettre. Est-ce que c'est normal? Je parle pas au niveau de l'UFC, je parle dans un niveau plus local, par exemple. Est-ce que c'est normal, Renan Aït Saïd? Je veux ton avis en tant que ceinture noire 4e degré. Je veux Bah, un oui ou un non. bah, je pourrais te dire oui et je pourrais te dire non, mais je suis obligé de structurer cette réponse. Non, mais je t'explique. Je suis obligé de structurer cette réponse. C'est-à-dire que si on part d'une époque il y a 25 ans en arrière, bien sûr que c'est incompréhensible. Et c'est Aujourd'hui, la inconcevable même. situation, c'est inconcevable et c'est même interdit. D'accord? Merci. C'est-à-dire que voilà. Donc, bien sûr, là, on fait un flashback, on retourne dans les années début 2000. Mais il n'est J'avais pas mal hors allé de dans les question. débuts années Non, 2000, même non, moi quand j'ai commencé jiu-jitsu, je te dis vers les années, début ouais. des années 2010 là. Mais je suis Ça quand même. n'existait pas. Quand tu disais une ceinture noire, il gagnait une bagarre, tu vois, c'est normal. Là, tu es en train de parler d'un truc qui est extrêmement important. Et si tu veux mon humble avis, je te dirais ben, bien sûr que non. Par contre, je te dis non, c'est parce que la situation actuelle, elle est telle qu'elle. Mais aujourd'hui, pour apporter l'explication de pourquoi aujourd'hui c'est comme ça, c'est parce que je pense que les gens aujourd'hui, le jiu-jitsu aujourd'hui, forcément, il a évolué, il a attiré beaucoup plus de monde, mais on oublie pourquoi L'essence. l'essence même du jiu-jitsu. On oublie l'essence même du jiu-jitsu. Le jiu-jitsu, c'était un sport, c'était très mal vu à l'époque. C'était un sport vraiment de bad boy. De bad boy, Et de vagabond, hein. voilà, c'était vraiment voilà. Aujourd'hui, le jiu-jitsu, ben, on a juste à voir, tu prends il y a 20 ans en arrière, il y avait un combat, tu savais que le mec faisait du jiu-jitsu et l'autre faisait de la boxe. Tu savais très bien qui c'est qui allait gagner.
Tu savais qui c'est qui allait gagner. Ouais, Donc, moi, je veux savoir pourquoi aujourd'hui, des gens, ceinture noire, moi-même, je suis ceinture noire, tu vois. hmm, Pourquoi je fais du MMA aujourd'hui? Je vais te dire pourquoi. Parce que dans ma vision du jiu-jitsu, quand j'ai commencé le jiu-jitsu, j'ai même des vidéos de moi dans des podcasts sur Fight Time à l'époque. Quand j'avais fait le podcast, je crois que j'étais Violette. Je disais, je ne serai jamais une vraie ceinture noire si je ne me suis pas testé dans des conditions réelles. C'est-à-dire dans une cage, parce que je suis pas un fou, je ne vais pas aller me jeter, faire un tête avec un mec dans la mhm, rue gratuit comme ça. mhm. Même si malheureusement c'est déjà arrivé. Mais je vais jamais le faire gratuit comme ça, donc dans les conditions réelles, dans une cage de MMA. Pourquoi je fais du MMA à la base? C'est pour ça. Après, j'ai kiffé le MMA, j'ai continué. Pourquoi avant, tu sais, tu avais ce type d'épreuve? Tu allais dans les clubs, ça s'entraînait, etc. Maintenant, je comprends que le jiu-jitsu brésilien sportif en compétition a pris le devant, parce qu'il y a des compétitions tout le temps, etc. Mais il y a des ceintures de couleur qui sont là pour ça. Moi, je pense qu'en fait, les ceintures de couleur, elles sont là pour te faire passer le temps, pour que tu apprennes à être une vraie ceinture noire, à être un vrai ambassadeur de ton sport. Et pour moi, il y a certaines ceintures, tu ne devrais pas les passer si tu n'as pas passé un palier. Et la self-défense, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme-là, parce qu'il se rapproche un peu trop de sport de mytho, entre guillemets, mais pour moi, la self-défense fait partie intégrante de l'enseignement du jiu-jitsu brésilien. Et pour moi, tu ne peux pas être un ceinture noire de jiu-jitsu brésilien si demain, tu es dehors, tu marches, et il y a un mec là, il vient, t'es que ta femme, il met une claque sur les fesses, et toi, tu peux rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas le regarder, tu vas dire désolé, chef, et tu vas baisser la tête. Pour moi, je dois t'enlever ta ceinture de suite. Ou pareil, hein, je suis déjà allé dans des compétitions de jiu-jitsu brésilien, j'ai vu des gens, ils ont fait des médailles, tu vois, dans des championnats d'Europe et tout. Je les ai vus devant moi se faire gronder. C'est-à-dire, tu vois, des gens, ils faisaient même pas du jiu-jitsu brésilien, ils les grondent et leur crient dessus, mais une gifle, et le mec, il fait rien. Tu vois? Je vais pas me dire c'est une force mentale ou autre. C'est-à-dire que normalement, tu dois être capable de défendre ta personne. D'accord? T'es ceinture de jiu-jitsu brésilien. Tu devrais même pas arriver à cette situation-là. Bref, ça c'est encore autre chose. On va dire que t'es ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, Redouane. Ça n'existe pas un monde où quelqu'un il peut venir et comment dire, penser même qu'il peut prendre un avantage sur toi dans une bagarre si ce mec-là il pratique rien. Et même s'il pratique quelque chose, un pratiquant de boxe thaï, un pratiquant de lutte, de MMA, de judo ou autre, normalement tu dois être sûr de ton karaté, pour reprendre une expression et rester dans les arts martiaux, tu dois être sûr de ton karaté et te dire j'ai un jiu-jitsu brésilien, je vais gagner. Tu vois ce que je veux te dire? Ça me rappelle une phrase de Renzo Gracie, qui est gros combattant, gros bagarreur, de rue aussi. Il avait dit un jour, je sais pas, je crois que c'était sur Facebook, il disait qu'il y avait des gens qui le suivaient. Tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. Et tu vois que les gens, ils voulaient l'agresser, et lui, il parlait en direct. Tu vois, il disait, ah, ils sont en train de me suivre, là, je tourne à droite, je vais tester, ah si, ah ça. Tu vois, un truc comme ça, il disait, bon, bref. En fait, ils ont voulu l'agresser, après, il les a tabassés, l'autre, il s'est échappé et tout, bon, bref. Il avait dit une phrase, elle m'avait marqué. Il avait dit, surtout, ne sortez jamais sans votre jujitsu. D'accord? Ça veut tout dire. Donc aujourd'hui, pour quelle raison tu pratiques le jiu-jitsu? Comment tu es rentré dans le jiu-jitsu? Moi, si tu veux savoir, moi, ma pratique et ma vision du jiu-jitsu, elle est beaucoup plus extrême que la tienne. D'accord? Parce que pour moi, le jiu-jitsu, mais pote, c'est comme si tu étais chargé à bloc, tu es armé, voilà, tout dépend. Aujourd'hui, je pense, hein, attention, je ne veux pas parler pour tout le monde, j'en sais rien, mais je pense que tout dépend de ton état d'esprit. Pourquoi? Moi, je suis rentré dans le jiu-jitsu brésilien, j'ai fait des compétitions, j'ai fait des trucs, tout ce que tu veux, pour arriver au grade de ceinture noire. D'accord? J'ai pas fait des compétitions parce que j'aimais ça, mais j'étais obligé de les faire. Il fallait que je fasse des podiums, il fallait que je montre à mon professeur, et j'avais une détermination. Toi, aujourd'hui, tu as un état d'esprit aujourd'hui où on est en 2026, mais tu penses à l'ancienne, tu vois, comme moi. Le jiu-jitsu aujourd'hui, Je pense pas forcément à l'ancienne parce que, ah non, non, mais regarde, attention, la Camille, pratique que Camille. j'ai, Ta façon de voir le jiu-jitsu, ben, je pense que c'est ce qui va toujours préserver un peu cette flamme, tu vois, cette entité du jiu-jitsu. Jiu-jitsu, tu sors de... Tu ne dois pas t'inquiéter. Tu ouais, fais c'est du ça. jiu-jitsu. C'est un Pour moi, style de c'est que vie. je vais te donner une bonne image. Pour moi, t'es ceinture bleu-violette de jiu-jitsu. Tu sors, t'as un 6,35 dans la poche. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, s'il y a un problème, t'as ton 6,35, t'as ton jiu-jitsu. Tu vois, tu sors avec ton jiu-jitsu. T'es une ceinture noire, je sais pas, t'as deux Kalachnikov, une dans chaque main. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, encore une fois, là aujourd'hui,
pourquoi c'est Moi, que maintenant, j'ai l'impression, je là, vois je des vais te dire ceintures quelque noires, chose. frérot, c'est comme s'ils sortaient même avec des points en moins. Et c'est comme s'ils ils sortaient, ils étaient un peu handicapés. Regarde, je vais te donner un point de vue, je vais te donner un point de vue, Kaline, qui pour moi est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends des gars qui sont violettes, marron ou noirs, quand ils s'entraînent qu'avec des jujitsuka. D'accord? Ils Non, s'entraînent contre eux, Jiu-Jitsu, s'il te plaît, Jiu-Jitsu. jujitero. D'accord? Donc, ils s'entraînent qu'avec des pratiquants de jiu-jitsu brésilien. Ok? Donc, ils sont là, ils se testent, on reste dans un milieu, tu sais, qui est sportif, les points, passage de garde, renversement, tout ce que Mhm. tu veux. Moi, de mon époque, t'avais des mecs qui venaient, ils me regardaient et tout, tu sais, du genre, attends, je vais me tester. Des mecs, des bagarreurs et tout. Et c'est là que moi, je comprenais vraiment. J'étais ceinture blanche, je finalisais des ceintures noires de judo. Je disais, ah ouais, putain, le sport, bah, attention, ils me prenaient, ils me jetaient en l'air debout. Au sol, c'était un autre sport. Et comme on sait, les bagarres de rue, à l'époque, j'incite personne à le faire, bien entendu. Mais Ils n'ont pas besoin de toi, frérot, pour t'inciter à le faire, t'inquiète. ouais, mais tout le monde sait que ça finit au sol, d'accord? Et moi, quand je pratiquais un peu, à mes débuts, il y avait des gars, des bagarreurs qui venaient, on se testait. Et c'est là que je voyais. Et forcément, j'ai grandi avec cette mentalité, Kalim. C'est-à-dire qu'au fait, c'est une arme. En fait, tu dois savoir faire ci, tu dois savoir faire ça. Si aujourd'hui, tu es en train de me dire qu'il y a des gars qui sont gradés et qui ne savent pas faire certaines choses, ou qui se font ci, ou qui se font ça, forcément, En moi, fait, dans pour ma moi, culture, ouais. c'est incompréhensible. Ça va pas avec ma façon de voir les Maintenant, choses. toi, imagine demain, je te mets en tant que président d'une fédération. On va Elle a dire, l'air chaude ta question là, hein. et tu vois, genre, quand tu es président d'une fédération, tu Mhm. as certains droits. Et tu sais, genre, tu peux imposer, par exemple, je vois dans certains autres sports, notamment le judo, des prérequis par ceinture, etc. Tu vois, et bon, c'est pas la culture du jiu-jitsu brésilien de faire ça, pas du tout même. Mais par exemple, tu peux imposer ou tu peux même faire des compétitions ou tu peux même donner des ressources pédagogiques à tes clubs adhérents, tes clubs licenciés. Est-ce que toi, tu mettrais en place par exemple des actions pour garder, préserver la racine du jiu-jitsu brésilien? C'est-à-dire que on sait que l'évolution du sport fait qu'aujourd'hui, ça va plus marcher comme avant où tu vas venir, tu vas mettre un takedown, où tu vas tirer la garde et tu vas renverser, prendre la monte et mettre une clé de bras. Maintenant, quand tu vas vouloir faire tout ça, il y a des contres et tout, et on en arrive à tout ce qui se passe avec du lapel, du berimbolo, Mhm. pour faire gros, hein, pour donner des images pour que tout le monde comprenne. Mais pour que tout ça marche, il faut que avant tout ça, on ait essayé de faire les choses de base. D'accord? C'est-à-dire que si une technique de base, elle peut marcher directement, je n'ai pas besoin d'en arriver jusqu'à un berimbolo ou autre. Tu es d'accord avec moi? Le berimbolo, je vais le faire si d'abord le renversement de base il ne marche pas, et ensuite je fais le berimbolo. Tu me suis ou pas? Envoyer un berimbolo direct, ça n'a pas de sens parce que il n'y a pas de déséquilibre, personne ne va réussir à sortir, etc., Mhm. etc. Et maintenant, toi, est-ce que tu ferais un truc pour préserver tout ça ou pas du tout? Ben, ça n'a jamais été vraiment, vraiment, vraiment. Les grades n'ont jamais été vraiment codifiés, tu vois. Ça a toujours été au libre arbitre du, au jugement propre du professeur. C'est-à-dire que il y a autant de façons de voir le jiu-jitsu que de pratiquants. C'est-à-dire que moi, je vais avoir moi, avec mes élèves, j'ai une vision très à l'ancienne, c'est-à-dire les positions. D'accord? Si tu regardes bien un peu les positions dans la pratique du jiu-jitsu, on va te récompenser, on va te donner 3 points passage de garde. C'est toujours des positions où tu peux taper. 4 points la monte. Ouais, parce que c'est les Toujours plus des positions dangereuses. dominantes, des positions dominantes. Et si tu décortiques un peu la chose, tu te dis vraiment que c'est des positions où quand même il y a toujours eu un, Une un, un corrélation. lien, un lien, Ah, bien sûr. un lien un peu avec le MMA. Mais ça, je l'ai D'accord? fait, tu vois, la formation d'arbitre et BGF, ils te le disent. Voilà, il y a toujours eu un petit lien. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire si vraiment je dois me lâcher et dire vraiment mon point de vue? Je dirais que beaucoup de gens oublient vraiment ben, il y aura des gens qui vont dire, ouais, mais c'est normal, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui ont une vision de la vie, des choses. Moi, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, le jiu-jitsu, c'est pas normal que En fait, si tu regardes bien, tu vas dire, ouais, mais c'est pas normal qu'une ceinture noire, elle sache pas faire ci, une violette ou ainsi ou ça. Mais je pense que la vraie question, c'est comment eux perçoivent le jiu-jitsu. Tu vois ce que je veux dire? Si on le met dans un point de vue Ok, donc purement, pour toi, tu es en train de me dire, c'est normal qu'il y ait des gens qui voient le jiu-jitsu comme un sport juste pour dépenser des calories et perdre un peu de poids. Il y en a, ils prennent ça pour. Bref, il y a 10 000 façons de voir le jiu-jitsu, je suis ouais, 100% d'accord ouais, avec ouais, toi. ouais. Mais est-ce que ça ne doit pas être une obligation pour toi? Maintenant, si tu as ce pouvoir, tu vois, Ouais. d'obliger tout le Mhm. monde, est-ce que tu les obligerais pas à
pas revenir à la racine, mais de temps en temps, parce que c'est vrai que la compétition prend vraiment dessus sur la base, il n'y a pas de problème. Mhm, Vu que le calendrier des compètes, il n'a jamais été aussi chargé que maintenant, mhm. tu vois. Donc l'offre de compétition, elle est chargée, forcément tu vas être fort en compétition, tu t'adaptes, tu fais du jiu-jitsu de compétition. Mais est-ce qu'on ne devrait pas, si tu avais ce pouvoir-là, forcer les gens à revenir à la racine et à intégrer dans leur enseignement la base, l'essentiel, à savoir, je vais te donner un bon exemple. Pourquoi aujourd'hui, dans les gens, quand tu leur dis le sol, qui gagne au sol, ils vont te parler de mecs qui font du sambo alors que ça n'a rien à voir, mais sans manquer de respect aux samboïstes, hein. Mhm. Rien à voir, ils vont te parler de mecs qui font du sambo parce que eux, ils sont restés à des trucs de basiques. C'est-à-dire que quand ils vont tomber sur le mec, eh ben, ils vont pas lui laisser d'espace. Ils vont essayer de grapper pour prendre une position, frapper ou soumettre. T'es d'accord avec moi? Pourquoi là maintenant, quand on tombe sur un mec du jiu-jitsu brésilien en MMA, je sais pas, il va essayer de rouler dans tous les sens, il va essayer de essayer de faire un truc de fou furieux, alors que la base, il le fait même pas. Tu m'expliques pourquoi la base, il le fait pas? Parce qu'il sait pas le faire. Parce que ce mec-là est passé ceinture noire, violette, marron ou bleu. Pourquoi? Parce qu'il est passé dans toutes ces ceintures-là pour X ou Y raison. Parce que peut-être que le professeur, il voulait le fidéliser. Peut-être que le professeur, il voulait, je sais pas, le récompenser pour autre chose. Mais est-ce qu'on perd pas l'essence du jiu-jitsu? Si t'avais ce pouvoir-là, est-ce que tu forcerais pas les gens? Alors, moi, je vais te dire vraiment, là, si tu regardes bien, je pense que ce qui remettrait un peu les choses un peu à leur place, c'est que il y a un professeur, d'accord? Tu prends un professeur qui a mis de l'argent dans son club et tout ça, et qui, au fait, voilà, vit de ce sport, et il voit des nouveaux arriver dans son cours. Il est au mois de mars, avril, tout ce que tu veux. Le gars va rentrer va rentrer dans le cours. C'est très compliqué pour les professeurs de revenir en arrière. Moi, je pense que je me perds un peu dans ce que je veux dire parce que j'ai un point de vue très ferme et très précis là-dessus. Mais je pense que tous les débutants doivent rester avec les débutants pour vraiment apprendre la base des bases des bases. D'accord? Je pense Donc pour toi, il faudrait des cours ceinture blanche. il faudrait pour moi des cours ceinture blanche parce qu'aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de gens, même dégradés, hein, des violettes, marron, noir, qui, je leur dis, montre-moi une clé de bras, il y a des milliards d'erreurs. Sur une clé de base, il y a un milliard d'erreurs à corriger. Et là, tu te demandes, mais pourquoi? Et quand tu regardes bien, tu te dis, mais ils sont montés dans un train, dans un wagon qui était déjà en route. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que la formation en elle-même n'a pas été il y a eu un loupé, je pense. Il y a eu un loupé. Et s'il y a eu un loupé sur une clé de bras, il y a forcément eu un loupé sur vraiment l'histoire du jiu-jitsu. Tu vois ce que je veux dire? À qui la faute, j'en sais rien. Mais par contre, si tu me demandes à moi, moi, c'est sûr que si tu sais pas faire une clé de bras, tu sais pas faire un renversement. Alors, on parle même pas de technique. Si tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu dois faire ça à tel moment, d'accord? C'est que déjà, on va avoir un problème pour discuter. Le problème qu'il y a aujourd'hui dans le jiu-jitsu brésilien, c'est que tout le monde veut apprendre toutes les techniques. Alors, je dis pas tout le monde, c'est une façon de parler. Les gens préfèrent apprendre toutes les techniques plutôt que les basiques. Mais si tu n'as pas les concepts, juste je termine sur ça, si tu n'as pas les concepts, à savoir pourquoi tu fais ça, à quel moment, tout ça, tes techniques, elles ne serviront à rien. Si tu ne comprends pas pourquoi tu dois faire ça et pourquoi tu ne dois pas faire ça, ça ne sert strictement à rien. Et forcément, on arrive à un très gros problème, ou un problème, c'est un mélange d'un peu tout et n'importe quoi. Mais une ceinture noire, je vais te parler, une ceinture noire à l'époque, tu rentrais tu regardes les Mecha World Valley Tudo, les mecs, ils étaient violettes, c'était des mecs, des enragés, ça pensait qu'à taper. Forcément, les gens ils vont te dire, ouais, mais non, mais l'époque a changé. Ouais, si tu veux. Mais on a le droit aussi, nous, de rester à l'ancienne, avoir une vision à l'ancienne du jiu-jitsu brésilien. Donc maintenant, si tu me dis des gars qui ne savent pas faire ci, qui ne savent pas faire ça, il y a forcément un problème, peut-être Est-ce dans que la ça tire, pratique, est-ce que, mais je dans la suis d'accord avec compréhension. toi, je suis d'accord avec toi, on a le droit, etc. Mais est-ce que ça ne devrait pas être une obligation, ce que tu viens de proposer, c'est-à-dire les cours avec les ceintures blanches, etc. Pas une obligation, mais du coup, on ne peut pas obliger les gens. Mais tu vois ce que je veux dire par le terme obligation, ça devrait être un truc qui devrait être pratiqué par la majeure partie des clubs, ou 90% des clubs, on va dire, faire en sorte que les blanches avant de passer bleues, ils connaissent toutes les bases, et ensuite ils peuvent apprendre les techniques un peu plus avancées et tout, pour éviter justement que le jiu-jitsu soit tiré vers le bas, le niveau descende et qu'on vive ce qu'on vit actuellement. Parce que là, on va pas se mentir,
j'ai, je, j'ai- je fais, imagine, je fais pas du jiu-jitsu. Je suis un mec lambda. Je sors dans la rue, je sais pas, j'ai une histoire avec un mec. Le mec, il me dit, je fais du jiu-jitsu. J'ai pas très peur. Mm. Franchement, c'est pas un truc qui me ferait peur. J'ai plus peur d'un mec qui va me dire, je fais de la lutte. Parce que je sais que s'il m'emmène au sol, il va me garder la position. Qu'un mec qui va me dire, je fais du jiu-jitsu. Alors qu'à la base, le jiu-jitsu, t'es censé garder la position, ne pas la perdre, évoluer, soumettre ou frapper. T'es d'accord avec moi? Complètement. Donc, est-ce que pour toi, toutes les solutions que tu viens de proposer, il faudrait pas ne pas les imposer, mais du moins progressivement les faire comprendre au plus grand nombre? Mais Karim, moi, si vraiment, je te dis vraiment, tu vois, je pense que regarde, tu regardes les combattants de MMA, tu regardes les combattants de MMA, pourquoi aujourd'hui le Jiu-Jitsu ne brille plus autant qu'avant? Parce que le Jiu-Jitsu, pour moi, a pris une évolution qui est ce qu'elle est, et c'est une évolution qui est normale, mais qui peut nuire, je dis bien, qui peut nuire à l'esprit du Jiu-Jitsu, l'esprit initial du Jiu-Jitsu. Est-ce qu'il faudrait imposer certaines choses? Moi, je le fais avec mes élèves. Moi, Hmm. c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je l'impose. Donc, pour moi, tout est une question de comment tu vois le jiu-jitsu, comment on te l'a enseigné et comment tu es tombé amoureux de ce sport. Moi, je suis tombé amoureux de ce sport parce que c'était l'art martial à l'époque le plus efficace. Et pour garder justement cette efficacité, il faut rester sur les basiques. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, que j'ai rencontré avec beaucoup d'élèves, beaucoup de gens qui sont venus, avec qui j'ai pu m'entraîner, c'est que les gens, on va parler de façon imagée, les gens, il y a une maison, d'accord, ils commencent déjà à se dire, bah, tiens, je vais mettre telle télé, tel canapé, tel frigo, tel ci, tel ça, bah, alors que il y a déjà les fondations, les bases. Si tu n'as pas les bases, tu n'as rien du tout. C'est vrai, Et pour moi, c'est une question de je suis base. d'accord. Et là, on se rejoint. Donc, les bases, c'est des positions où tu dois soumettre, où tu peux frapper. Quand on parle de MMA, de Jiu-Jitsu, c'était ça. Et voilà, donc tout est une question de basique. Et on en revient au truc, si les mecs, ils arrivent et qui s'entraînent avec des violettes ou des marrons, c'est une ceinture blanche qui est dans un cours, forcément, ils vont arriver sur le truc, ah ben tiens, on va faire un renversement, on va travailler avec le lapel. Comment veux-tu que les ceintures blanches comprennent le basique L'importance, alors ouais. qu'ils rentrent? Forcément, tu dois prendre, pour moi, si on veut vraiment garder cet esprit-là du jiu-jitsu que tu as et que j'ai, donc, tu dois prendre un prof qui a cet état d'esprit, d'accord? Vraiment, cet état d'esprit qui peut être archaïque pour certains et qui s'occupe que de ces gars-là. Ok, super. C'est mon point de vue. Bah écoute, Moi, merci. attends, j'ai un point de vue. Ouais. Vous me direz ce que vous pensez. Mais laisse-le dans le podcast, ton point de vue. Vas-y, en fait le problème aujourd'hui. Moi, je le vois comment. Je Ouais. n'ai jamais pratiqué, mais de vue d'extérieur. Jiu-jitsu avant, enfin, brésilien, je sais pas, tu vois, il va me taper après. Euh, je le vois comme un sport de personnes qui commençaient à pratiquer. C'était des galériens, on va dire, Mhm. qui étaient en galère, qui n'avaient rien à faire, études et tout. Et aujourd'hui, c'est devenu un peu le golf. Merci. Je suis d'accord avec toi. C'est devenu un sport comme si c'était un golf de combat, genre. Tu vois. Luxury, tu vois. Ouais, C'est devenu un sport de luxe. Un sport de bobo. Un sport de luxe. Et c'est Est-ce que pour c'est un ça. sport de mec qui... Oui, genre Ouais. le mec en polo, il vient maintenant aujourd'hui, il descend de sa Ferrari, il va faire du jiu-jitsu. Ça, en fait, j'ai pas de problème avec ça parce que tu vois, au Brésil, ça l'est déjà. Enfin, ça l'a déjà Mais été je avant veux nous. dire, c'est Mais, devenu mais, ici, c'est devenu un peu ouais. avant, Mais en personne ne fait, c'est pratiquait. ça. Et Mais aujourd'hui, ça dis-toi, pratique. avant, c'était déjà comme ça au Brésil. Mais du moins, les petits bourges qu'il y avait, entre guillemets, tu vois, du Brésil, la classe sociale plus aisée qui pratiquait. Mais du moins, ils avaient quand même cette base et ils étaient méchants, ils étaient forts. Tu vois, les premières stars, on va dire, entre guillemets, du jiu-jitsu brésilien, qui ont commencé à émerger, à bouger vers les États-Unis et tout, c'était pas des Brésiliens, on va dire, de favela ou quoi, parce qu'ils n'avaient pas de sous pour pouvoir partir aux États-Unis et pouvoir lancer des business et ouvrir des académies et tout. Toi-même, tu sais, Redouane. mm. D'accord? Mais il y avait quand même cette base qui restait, tu vois. Et il y avait cet esprit qui était transmis. Et là, je pense que, ouais, comme tu dis, ça devient trop un truc où il y a trop de business qui prend le dessus. Il y a la course aux médailles aussi, parce que les médailles font partie du business. Tu vois ce que je veux dire? Pas seulement, et comme il a dit, il a une salle, il faut qu'il fasse tourner la salle. C'est ça. Il faut qu'il motive un peu les sportifs. Et du coup, je pense que c'est ça qui joue un peu. Il est un peu. Ouais. Si tu veux,
franchement, si C'est tu devenu veux comme du garder, Pilate. si tu veux garder cet esprit-là de jiu-jitsu, de trucs enragés, il faut forcément prendre un professeur qui a cet état d'esprit et qui Canada. s'occupe que des ceintures blanches. Parce que tu peux pas. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que tu prends une ceinture blanche, tu la mets dans un cours, le cours il est déjà avancé depuis. Je sais pas, moi, le début de l'année, il est déjà loin derrière. Et les mecs, ils sont là sur des lapels, sur des berimbolos, sur des contrôles, dès l'arrivée inversée. Alors que le mec, il sait même pas faire un contrôle, il connaît même pas les points. Tu vois ce que je veux dire dans le jiu-jitsu, il sait même pas que genou poitrine, si je stabilise 3 secondes, c'est 2 points. Ah si, ils savent même pas, ils sont déjà dans les techniques de fou. Et ça, c'est ce qui nuit forcément au jiu-jitsu. Donc, si vraiment le point de vue, pour moi, la solution pour remédier et rendre à César ce qui appartient à César, c'est de vraiment tout part de la base. Les professeurs, pour moi, je dirais pas que c'est vraiment de leur faute. Je pense Ouais, il y que a plein de choses qu'ils font aussi, il y a plein de choses. les créneaux dans les salles, etc. Il y a plein de choses qu'ils font. Mais si on veut retrouver cet état d'esprit, je pense qu'il faut prendre des gars, ou dans ce cas-là, tu dis, bah tiens, moi j'ouvre un club, je vous laisse de septembre à octobre pour les inscriptions. Après octobre, je ne prends plus personne. Tu vois, je fais ça. Et là, tu as une vraie tout le monde. Ou sinon, Non, moi je ça sais va qu'il y être a un des peu, clubs où ça va par être un peu. exemple tu peux pas accéder à tous les cours tant que t'as pas, je crois, 3 degrés, 3 barrettes sur ta ceinture blanche. Ouais. Et du coup, tu peux accéder au cours de ceinture blanche ou des trucs comme ça, tu vois. Mais Après, bon, après, chaque club a son truc à faire. Moi, en tout cas, je comprends ton point de vue. Je le respecte beaucoup, Redouane. on Je se sais que je le rejoint. partage. On se rejoint, c'est pas. On se rejoint sur le fond, pas sur la forme. Mhm. On va dire que je suis plus radical que toi, moi. Parce que moi, je suis Hmm, plus timide. T'es plus timide. Ah, je suis plus timide parce que mon point de vue, il est beaucoup plus radical que le tien. D'accord. Je suis un ancien C'est un ancien radical, les gars. dans le sport, attention. C'est ouf, Attention aux Staline. mots, C'est un attention aux ancien mots que tu radical, c'est emploies. Staline. Bref, plus sérieusement, les gars, c'était un plaisir de recevoir Redouane Aïd Saïd sur les studios de La Frappe aujourd'hui même. Redouane, on te souhaite une bonne continuation. Et avant de conclure sur ce podcast, on aimerait savoir où est-ce qu'on pourrait te retrouver si on veut s'entraîner avec toi. Alors moi, je suis à Marrakech, dans un club Urban 5. Donc j'ai la chance de pouvoir donner des cours là-bas grâce à Saïd, le propriétaire de ce grand club. Et d'ailleurs, une pensée pour tous mes élèves, donc Jawed, Bouchécha, Toquinho, Ous, Oublie personne, tout le sinon ils vont monde. nous bouder. Ouais, c'est compliqué, Samir, Mohamed, tout le On le monde. coupe, c'est bon, on va Donc pas citer voilà. tous les noms. Non, si, Là, je rigole. c'est important parce que c'est des gars qui ont une très grosse confiance en moi et qui sont eux, justement, si tu les vois, ils sont vraiment sur les positions, ils ont cet Ouais, non, état d'esprit à je sais l'ancienne. très bien. Donc voilà. Ah, super. Bah écoutez les gars, c'était le retour de la frappe pour 2026. On a eu la chance d'avoir un invité. Et à chaque fois qu'on aura du passage à Nice, comptez sur nous pour forcer ces personnes-là, comme on a forcé monsieur à venir aujourd'hui. On va à chaque fois vous proposer le meilleur pour 2026. Plus d'activités. Et à bientôt sur la frappe MMA. Os.